Ceci n'est pas un cours spécifique que vous saurez tout de suite après de savoir quoi faire, mais ça vous donne une idée de la complexité parce que ce dont je vais vous parler, c'est pas les cas les plus faciles que je prends. C'est au fait les cas les plus complexes et les cas les plus compliqués à avoir des résultats aussi. Et c'est pour ça que je trouvais ça important d'adresser cela parce que en tant qu'acupuncteur, nous pouvons faire une très grande différence si nous savons, si nous sommes, comme nous avons pris des formations en sachant la localisation des points, c'est quoi le système nerveux, c'est quel nerf que nous visons parce que la précision est clé et je peux pas vous apprendre la précision sur un webinaire, mais au moins je vous donnerai une indication. Exemple, c'est quoi le genre de formation qui existe? C'est quoi les professeurs? C'est quoi les connaissances que j'ai acquis pendant les dernières années d'expérience à travailler ce genre de cas? Je vais vous expliquer pour moi, en tout cas, après les dernières années, ce que je vois qui fonctionne et qu'est-ce qu'on est capable de voir. Et je vais vous montrer dans cette vidéo un peu un cas clinique que j'ai suivi depuis la dernière année et où on est rendu après un an. Parce que c'est un travail où on a besoin de beaucoup de patience. C'est un travail qui prend des mois et même peut-être des années à avoir des résultats comme vraiment extraordinaires. Et sur certains, on n'aura même pas de résultats grandioses. Et il faut savoir être réaliste aussi. Ce webinaire, c'est vraiment pour vous expliquer parce que concernant, quand je dis atteinte du système nerveux central, il y en a plein. Mais ici, on va se concentrer sur tout ce qui est des conditions de paralysie suite à des AVC ou à des cas de blessure médulaire, ce qui veut dire que c'est une atteinte de la moelle épinière suite à un accident, une lésion de la moelle épinière. Parce que les conséquences en termes de paralysie, ça dépend à quel niveau, etc. Les conditions, ça va être des paralysies, des hémiplégies, des paraplégies, des tétraplégies, qui est encore plus sérieux, où on perd le fonctionnement des quatre membres. Souvent, des fois, c'est beaucoup de personnes qui vont avoir soit des lésions complètes ou des lésions partielles. Et j'ai remarqué dans beaucoup qu'on considère des lésions complètes dans les débuts de l'accident à l'arrivée à l'hôpital. Souvent, c'est pas vraiment une lésion complète. Ça va mieux se définir dans les mois à venir parce qu'il y a certaines fonctions qui reviennent parce que l'inflammation au niveau de la moelle, une fois que l'inflammation est partie, il y a certaines fonctions qui reviennent. Et nous, en tant qu'ACU, on peut aller aider jusqu'à un certain point à régénérer le système nerveux et à refaire gagner les fonctions, et ce sont des cas qu'on doit prendre très tôt ou assez tôt pour pouvoir faire une différence. C'est Habituellement, c'est pas des cas que je vais prendre après un an depuis la lésion ou plus d'un an après la lésion, à moins qu'en consultation au téléphone que je vais faire avec eux, je découvre qu'il y a des gains qu'ils ont faits au courant de la dernière année et qu'ils continuent d'en avoir pour moi de décider de oui, ça vaut la peine de faire parce que sinon, c'est beaucoup de temps à consacrer pour ces cas-là et c'est beaucoup d'argent pour eux. Donc, il faut bien comprendre la situation quand on va les prendre. Juste pour vous faire comprendre, je ne peux pas dire que je connais tout. Je suis encore en apprentissage et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Je vais juste vous expliquer, vous enseigner les choses que moi j'ai appris au courant des dernières années, où j'ai vu mes progrès, où j'ai vu le résultat. J'ai maintenant une ligne directrice dans laquelle je fonctionne que j'aimerais partager avec vous parce que j'ai réalisé depuis longtemps que en termes de dysfonction neurologique, nous sommes vraiment très mal outillés. Et en tant qu'acupuncteur, je réalise que l'acupuncture, c'est une modulation au niveau du système nerveux. Donc, j'ai réalisé que nous pouvons vraiment faire de quoi on peut avoir des bonnes progressions, mais cela demande les formations nécessaires. Donc, pour cela, la façon que je vais commencer, c'est vous expliquer un peu, moi, c'était quoi mon parcours, c'est qui les professeurs ou les formateurs qui ont fait une différence dans ma vie, dans ma profession, pour que je me sens assez outillée, je dis bien assez outillée, parce qu'on n'est jamais totalement outillé. Il y a tellement de choses qu'on peut encore améliorer et je découvre encore des choses à chaque fois avec des nouveaux patients. Donc, ceci n'est pas une publicité, ces profs m'ont pas payé pour faire leur publicité, mais moi, je vous explique, moi, dans mes recherches personnelles, où j'ai essayé de trouver les réponses à mes questions, c'est où que j'ai trouvé comme les meilleures réponses dans tout ce qui est les conditions neurologiques. Je vais vous montrer, par exemple, la première personne qui m'a mis sur cette voie, c'était Dr. Pony Chiang.
que lui a été un docteur-chercheur en microbiologie, docteur en médecine chinoise, qui a étudié en Chine, a fait des stages en Chine. Et euh, étant hyper, tu sais, méticuleux, il n'était pas satisfait de certaines réponses. Il a mené par lui-même. Il était professeur à l'Université de Toronto. Donc, il a mené lui-même ses propres recherches, ses propres dissections pour, pour comme discerner vraiment la localisation précise de tous les points d'acupuncture. Et nous savons qu'il y a tellement de points, mais en vérité, en clinique, on le sait tous, il y a beaucoup de points qu'on n'utilise pas, mais ces points existent. Mais pourquoi? C'est quoi la relation que ces points existent? C'est quel système nerveux? Quel nerf? En dessous de chaque point, il y a un nerf qui passe. Pony, quand il m'a mis sur cette voie, j'ai commencé à découvrir, il m'a présenté à beaucoup d'autres professeurs et lui-même, il est devenu maintenant très connu à travers ses 10 ans de recherche. Il est invité sur plusieurs panels dans plusieurs pays, il donne des formations et des conférences là-dessus pour la précision des points d'acupuncture. Et je le remercie parce que c'est le premier qui m'a mis sur la bonne voie et que maintenant me présente à chaque fois que je veux faire une nouvelle formation, je vais toujours discuter avec lui. Qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Et des fois, il va me dire non, prends pas celui-là, prends l'autre, l'autre serait plus intéressant pour toi, etc. Donc, je le remercie pour ça. Une des formations que Pony, il est assistant professeur pour cet organisme. Et cet organisme, ils sont aux États-Unis, à Santa Fe. Il y a le Neuroacupuncture Institute. Le Neuroacupuncture Institute se focus principalement sur la cranioponcture. Parce que, comme nous le savons, toutes les troubles du système nerveux central, on se le dit, système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle. Si nous sommes capables de moduler au niveau du cortex, directement au niveau du cerveau, nous sommes capables de moduler la réponse de tout le corps. Ce qui fait que Jason et Linda Howe, ils sont mariés, ils sont ensemble et ils ont cette clinique et ils ont aussi cet institut. Ça fait des années et ils enseignent principalement pour toutes les conditions du système nerveux central. C'est une formation en 3 modules qui coûte, tu sais, premier module, c'est 1500 US, deuxième module, c'est 3500 US, troisième module, c'est 4500 US. Deuxième et troisième se fait en présentiel. Le premier module se fait en ligne. Euh, Pony travaille avec eux. Maintenant, il envoie ses assistants pour donner les formations chez eux. Quand il donne la formation, c'est aussi une partie de la formation, c'est des formations de Pony qu'il passe aussi. Donc, maintenant, en termes de leur formation, Pony a essayé de faire des IRM, de préciser encore mieux les localisations en termes des points de la cranioponcture. Et ça, je vais vous en parler plus tard dans la présentation, la petite recherche de Pony, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pony m'avait présenté, j'ai eu la chance de rencontrer Dr. David Halimi, que j'adore, c'est une personnalité en soi, il est adorable. Il enseigne encore et j'espère pouvoir faire encore des formations avec lui avant qu'il décide de prendre sa retraite. Dr. David Halimi, il n'est pas acupuncteur, c'est un médecin, neurophysiologiste, chronobiologiste en France. Il avait commencé ses études pour devenir neurochirurgien. En cours de route, il a découvert l'auriculothérapie comme ça, par accident. Et de là, il est parti étudier complètement, pris le flambeau pour son professeur René Kovacs, quand ce dernier est décédé. Alimi a continué son travail de recherche et il mène encore tout le long de sa vie, les 40 dernières années, il mène des recherches. Il a plusieurs articles de publiés. On a pu étudier avec Pony 4 modules avec lui et j'ai pu l'inviter, organiser. Dr. Halimier était venu à Québec il y a comme 2 ans de ça où on a fait une formation de 5 jours avec lui. En ce qui concerne sa formation, lui, en tant que neurophysiologiste, c'est de comprendre, parce que la neuroanatomie, c'est vraiment la compréhension de toute l'anatomie, le cerveau, la moelle épinière, les nerfs périphériques, etc. Alors que la neurophysiologie, c'est mais comment toute cette anatomie, surtout au niveau du cerveau, comment ils travaillent ensemble pour moduler certaines sécrétions, comment ils vont faire pour moduler certains neurotransmetteurs, quel neurotransmetteur fait quoi dans le corps. Donc là, c'est vraiment
On avance à chaque étape après Pony. Ça devient encore plus compliqué maintenant. On commence à comprendre pourquoi le corps réagit d'une certaine façon. Et Dr. David Halimi, il est auriculothérapeute et il est formateur et chercheur et il enseigne l'auriculothérapie médicale qu'il enseigne aux universités et qu'il enseigne aux hôpitaux. Il enseigne seulement aux médecins. C'est pas une formation en France qui est offerte aux acupuncteurs, c'est seulement une formation pour des médecins. Parce que c'est une formation, l'auriculothérapie est un post-doc de 2 ans en France. Mais étant acupuncteur ici au Québec, parce que nous passons pas cette loi que nous avons le droit de prendre le cours, ce qui fait que nous avons eu la chance de faire sa formation ici au Québec et à Toronto. David Halimi, c'est un de ceux qui m'ont beaucoup influencé aussi en termes de, ça me donne une autre façon de voir les choses parce que l'oreille externe, l'oreille est la seule partie externe du corps innervé par des nerfs crâniens. Quand nous faisons l'acupuncture, c'est une modulation au niveau des nerfs périphériques qui doit envoyer le message au cerveau. Quand nous faisons des points au niveau de l'oreille, nous agissons directement sur le tronc cérébral, donc sur le cerveau. Il y a moins de messages et moins de synapses qui se fait. La stimulation se fait directement et le cerveau le reçoit beaucoup plus directement. Et ceci est un atout en auriculothérapie pour les gens qui souffrent beaucoup, qui ont beaucoup trop de douleurs, inflammations, qui sont hospitalisés parce que l'oreille nous donne accès à techniquement tout. C'est une médecine à part entière. Et si on le comprend bien, et il faut vraiment bien le maîtriser et bien le comprendre, on peut tout faire juste avec l'oreille sans avoir à toucher le reste du corps. L'autre formation, j'ai pas encore fait cette formation, mais c'est sur ma liste de choses à faire au courant de je sais pas quand. Je vais voir. Carrick Institute, à la base, Dr. Ted Carrick avait fondé cet institut. Il était spécialisé dans tout ce qui est maintenant, on parle de neurologie fonctionnelle. C'est quelque chose de gros en ce moment. On entend tout le monde parler, c'est un trouble de neurologie fonctionnelle. Il y a plein de thérapeutes, il y a plein de petites formations qui se donnent. Mais si vous voulez vraiment comme une formation, ben, j'en suis sûre qu'il y a d'autres écoles, mais lui, je sais que beaucoup de mes professeurs et tous ceux que je suis, tout le monde a fait leur certification de Carrick Institute et j'ai regardé leur site. C'est aussi des formations en US. Il y en a, vous pouvez faire en ligne. C'est la formation complète de Functional Neurology. La base est comme 10 000 US et il y a des formations pratiques et c'est là que vous apprenez en termes de neurologie. On parlait de neurophysiologie tantôt, comment tout fonctionne, mais maintenant, comment on peut tester, disons, visuellement des nerfs crâniens pour déterminer quelle partie du cerveau est atteinte. Parce qu'à chaque fois qu'on a un trouble, si vous trouvez la source du trouble, vous êtes capable de le régler. Donc, pour Functional Neurology, pensez à des cas de commotion cérébrale. Et c'est là où vous allez avoir beaucoup de réponses dans la neurologie fonctionnelle, comment cela fonctionne. Et à partir de là, justement, en parlant de Carrick Institute, on va aller au prochain parce que Carrick Institute, la plupart, il n'y a jamais eu d'acupuncteur au début. Bon, peut-être il y en a eu, mais j'ai pas entendu parler qui avaient vraiment fait leur formation, leur certification complète. C'était plutôt, c'est beaucoup les chiro, les physios, il y a des médecins, des neurologues, etc., qui font ces examens, des médecins sportifs qui vont faire cette formation et cette certification. Mais à un moment donné, Ella Wolf, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, Institut Axis ici au Québec organise beaucoup les formations avec Ella Wolf. Ella Wolf est acupuncteur, docteur en médecine chinoise et elle-même a subi 8 commotions cérébrales dans sa vie, donc ça, à un moment donné où tout allait mal, elle a fini par essayer de chercher elle-même sa réponse. Elle a fini par faire une formation complète de Carrick Institute pour régler elle-même ses problèmes. Et de là, passionnée comme elle est rentrée elle-même dans ses propres petites recherches. Elle a commencé à former les gens, mais elle a commencé à former en termes des points d'acupuncture. C'est quoi les points d'acupuncture qui agissent sur telle partie du cerveau pour justement moduler et pouvoir viser? Mais ceci est combiné avec des techniques manuelles. Donc, elle va utiliser l'acupuncture donc, et les techniques manuelles. Et elle a d'autres tests et les tests sont très poussés dans sa clinique. Et les différents thérapeutes aux États-Unis qui utilisent la neurologie fonctionnelle, ils ont beaucoup de machines et de matériaux pour faire des tests très spécifiques. Justement, et la Wolf maintenant enseigne. Elle a son propre site et ses propres formations. Elle a un podcast et c'est gratuit. J'ai mis tous les liens ici. Vous allez voir que sur toutes
les diapos précédents, je vous ai écrit les liens. Vous pouvez aller chercher par vous-même, aller lire par vous-même c'est quoi les formations que ces gens donnent. Donc, Ella Wolf donne des formations. Des fois, elle est invitée ici au Québec et des fois, elle donne des formations dans différentes autres cliniques. Elle enseigne pour Carrick Institute. Si vous allez sur Carrick Institute, la partie acupuncture, vous verrez ses cours en ligne. L'autre chose qui m'a beaucoup aidée, ben, avec Pony, dans sa formation, une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que la formation de Pony, il insiste beaucoup d'avoir un atelier de prosection, ce qui veut dire un atelier sur anatomie sur cadavre, pour vraiment voir le nerf, comment ça fonctionne et le nerf, comment il bouge, etc. Il m'a encouragé de venir faire la dissection avec lui et Sam. Sam, c'est son assistant et c'est Sam qui organise la formation. Si vous allez sur le site iDissect, à chaque année, et ça va être en juillet, c'est toujours en juillet, à Toronto, Université de Toronto. Et c'est vraiment spécial parce qu'on a un corps qui est fait assez frais avec de la formol souple. Il faut que vous compreniez en école de médecine ou des fois pour beaucoup de personnes, quand vous voyez un corps, c'est déjà découpé. Là, c'est vous qui prenez le scalpel, c'est vous qui allez ouvrir. Et dépend du type de conservation qu'ils utilisent, le corps est plus, tu sais, le tissu n'est plus pareil. Ce n'est pas comme un tissu frais. Vous n'avez pas une vraie réalité de quand vous ouvrez la peau, tous les tissus conjonctifs sont pas secs et minces et amincis. Vous avez vraiment une vraie réalité. Vous pouvez amener vos aiguilles, pratiquer et voir à travers la peau comment ça passe et qu'est-ce que vous touchez exactement. Donc, au courant des 3 dernières années, j'ai passé à chaque année l'été avec eux en train de faire des dissections et de découvrir moi-même comment ce système nerveux fonctionne. Et j'ai disséqué, j'ai vu au moins 5 corps et tous les corps étaient des fois avaient chacun des différences. C'est pour ça, la palpation pour moi, j'ai compris, est la clé de comprendre l'anatomie, de savoir palper, de savoir chercher, parce que la façon, si on apprend tous les points, on met pareil, tous les corps sont différents. C'est pas toujours pareil. Ça, le point nous donne une idée, c'est où, mais c'est à nous de chercher dans cette zone. Donc, palpation est la clé de comprendre comment le piquer et quelle structure viser. Donc, Sam, cette année, en juillet, sachez qu'il y aura une autre dissection. Vous l'écrivez là-dessus. Vous pouvez l'appeler, demander des informations et il vous fera un plaisir de vous répondre aussi. Dr. Clayton Chu, que justement, on parle de neurologie fonctionnelle. Dans ce webinaire, je vais vous parler beaucoup de la technique Sinao Kai Tiao. Sinao Kai Tiao, c'est le Dr. Shi Swimming qui est décédé maintenant. Shi Shiming, à l'époque, c'est un grand médecin acupuncteur en Chine, reconnu mondialement, a donné des conférences. Il a développé les premières techniques pour ce qu'il appelle le Sinakartia. C'est cette technique s'appelle pour réveiller la conscience. Donc, c'était fait pour les gens qui ont été atteints d'AVC ou de paralysie parce que c'est pour réveiller le système nerveux. Parce que l'idée de tout ça, c'est de réveiller le système nerveux. Donc, il a développé cette technique. Maintenant, il est décédé en Chine. Pendant l'époque qu'il était professeur, il y a beaucoup de personnes qui sont allées en Chine faire des formations avec lui, ont appris sa technique. Et d'ailleurs, sa technique, c'est aussi Dr. Jason et Linda Howe vont adopter une partie. Dr. Clayton Chu a adopté une partie, a réadapté, qu'il appelle maintenant nanopuncture. Donc, une fois qu'on comprend les origines de toutes ces techniques, on comprend à la base c'était qui le père, c'est comme Paul Nogier le père, on développe et puis maintenant on appelle ça auriculothérapie médicale, etc., etc. Donc, Clayton Chu avec Shi Swimming avec le Sinao Kai Tiao. Clayton Chu a pris ça, l'appelle maintenant nanopuncture. Clayton Chu est aux États-Unis. Il donne des formations lui aussi. Sur son site, vous allez voir que vous êtes capable d'aller voir toutes ces formations qu'il donne en ligne ou en présentiel. Donc, moi, je ne fais que vous donner des idées de si c'est des sujets qui vous intéressent, bien, vous serez capable d'aller vous amuser. Moi, juste pour vous présenter un peu les travaux que je suis en train de faire avec ma cousine, Linda Lou, elle est aussi chercheure et elle est aussi en travaille dans le domaine de la santé en tant que recherche médicale. Elle a travaillé autant dans les labos pour déterminer les molécules qui vont dans les vaccins et les médicaments et elle a autant été dans les hôpitaux aux côtés des patients pour administrer ces mêmes médicaments pour tester les résultats. Donc, elle fait beaucoup d'éducation. Elle est maintenant consultante privée que certaines cliniques ou hôpitaux ou compagnies pharmaceutiques vont l'engager pour faire les recherches et pour présenter. Mais vu que c'est ma cousine, ben, j'ai accès à elle en tout temps et on a toujours adoré au cours des années depuis que je suis rentrée en acupuncture, elle a adoré me tester.
Et ça m'a permis d'être toujours comme de questionner parce que si j'avais pas la réponse, elle va me pousser. Donc, avec Linda, après toutes nos conversations, on a fini par décider de faire des formations ensemble parce que nos conversations ont mené à beaucoup de réponses. De voici ce que la pharmacopée fait, voici ce qu'en acupuncture je peux faire. Donc, ce médicament, nous en acupuncture, on le prendra pas. Elle dit, mais non, mais ça agit de même. Donc, nos conversations ont mené à beaucoup de petites choses. Et elle a contribué, même pour ce cours, certains documents que vous pouvez télécharger sur le site. Et en ligne sur notre ici, j'ai écrit son site, c'est louwit.ca. Elle est consultante, donc des fois, des acupuncteurs peuvent l'écrire et consulter avec elle si vous cherchez des réponses dans des cas particuliers. Et nous, sur le site de Institut Palestra, sur le site qu'on vous a envoyé pour enregistrer, vous allez voir qu'on a beaucoup de cours en ligne et on a fait certains cours sur, premièrement, expliquer la douleur, parce que si on comprend le mécanisme de la douleur, on va comprendre tout le reste qui va suivre. Donc, nos formations sont en ligne. Des fois, nous faisons, quand c'est possible, des formations gratuites. Vous voyez ici à gauche, sur Time Bright, il y avait une vidéo gratuite, ce qu'on avait fait sur l'insomnie, par exemple. Voici, ça, c'était ma grosse présentation de toutes les formations que je vous suggère ou des certaines formations que j'ai fait. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour moi, ce qu'on va jaser aujourd'hui, nous avons ce qu'on a un AVC, accident vasculaire cérébral. On va parler de lésion médulaire, ce qui veut dire quand c'est une atteinte, une lésion au niveau de la moelle épinière. Il y a aussi dans les troubles qu'on a tendance à traiter qui va aller comme parallèlement, mais on va pas rentrer dans ce sujet, c'est au niveau des traumatismes crâniens ou les commotions cérébrales. On va pas rentrer là-dedans parce que ici on rentre beaucoup plus dans la neurologie fonctionnelle. Je vais rester dans quelque chose un peu plus simple, plus ou moins plus simple. Tout est compliqué, mais enfin c'est le moins compliqué des trois, ça va être la lésion médulaire et les AVC. Au fait, lésion médulaire, pour moi, je trouve plus facile à expliquer. AVC, c'est plus complexe parce que ça se passe au niveau du cerveau. Tout ce qui se passe plus haut est toujours plus compliqué. Alors que la moelle, on est capable de prédire certaines choses. On va rentrer tout d'abord dans tout ce qui est accident vasculaire cérébral. AVC, il y a deux types d'AVC. Donc, on a ischémique ou hémorragique. La plupart des accidents qui arrivent, les AVC, la plupart, c'est des accidents ischémiques, ce qui veut dire 80%. Et dans l'ischémique, c'est aussi redivisé en deux parties. Nous avons 30% qui sont de type embolique, ce qui veut dire ce caillot d'ailleurs qui monte, thrombotique qui est sur place, le vaisseau, il commence à gonfler, il bloque la circulation sanguine sur place. Donc, et hémorragique, un peu plus sévère parce que comme vous le savez, c'est hémorragique, donc le sang se propage partout, ça peut affecter une plus grande région du cerveau. Donc, hémorragique, 15%, c'est intracérébral. Et 5%, c'est subarachnoïdienne. L'arachnoïde, c'est juste une des couches. Pas besoin de rentrer autant dans ces détails en ce moment. C'est juste pour vous donner une idée générale, principalement en ce moment. Parce que quand vous allez les avoir, c'est pas ça qui va faire la différence entre comment vous allez traiter, mais c'est bon à comprendre quel type d'AVC qu'ils ont eu. Ben, c'est bon à comprendre juste pour avoir une idée. Dans vos dossiers, vous comprenez, mais en termes de traitement, il faut que vous compreniez, des fois, en hémorragique, vous allez voir tantôt, il y a certaines petites choses qu'on doit faire attention. L'affaire le plus important, c'est là où ça va peut-être faire une différence pour vous. Quand on parle d'un AVC, ce qui veut dire c'est une artère au niveau du cerveau, il y a une ischémie quelque part. Donc, cette ischémie, c'est qu'il n'y a pas d'apport sanguin vers le cerveau. Mais pourquoi? On a trois artères principales. Tout passe ici par la carotide antérieure, l'artère basilaire. C'est ça le nom que je cherchais, je perds mes mots. Bon, l'artère basilaire, c'est au niveau du tronc cérébral. Donc, à partir de là, il continue à monter, vous voyez. Donc, ça, il va devenir l'artère cérébrale moyenne et puis l'artère cérébrale antérieure. On peut comprendre que ton antérieur, pour avoir de la circulation antérieure, c'est que la circulation dans le moyen et dans le postérieur va bien. Il faut comprendre que si l'artère moyenne va bien, c'est parce qu'il y a la circulation dans l'artère postérieure, parce que c'est comme un tuyau. Si c'est bloqué plus haut en amont, ben c'est sûr que tout ce qui arrive, qui suit, va être affecté. Donc, l'affaire, c'est que si jamais ça arrive que c'est un AVC ou un blocage au niveau de l'artère basilaire, c'est très sérieux parce que là, le tronc cérébral gère tout, respiration, les certains réflexes, etc. Donc, ici, c'est très rare. C'est le genre de personne qui sera intubée à l'hôpital. Donc, c'est pas le genre de cas que vous allez voir. Ce que vous allez voir très souvent,
c'est l'artère cérébrale moyenne. C'est le plus commun des AVC, c'est l'artère cérébrale moyenne. Donc, si vous regardez ici dans la petite image du cerveau à gauche, vous allez voir que l'artère cérébrale antérieure donne de la vascularisation dans quelle région, l'artère moyenne donne un apport sanguin dans quelle région et postérieure dans quelle région. Si vous étudiez le cerveau, vous comprenez quelle partie du cerveau fait quoi, vous allez comprendre pourquoi ça affecte de certaines façons. Vous regardez la prévalence maintenant par type d'artère moyenne, type d'artère atteint. Comme je vous ai dit, l'artère cérébrale moyenne, c'est le plus commun. 60 à 70%. Et habituellement, quand on a un AVC, surtout ischémique et tout, ça va toujours être d'un côté plus que de l'autre. Ce qui veut dire habituellement, c'est hémisphère gauche ou hémisphère droit. Vous allez réaliser que en clinique, si vous voyez quelqu'un qui arrive avec une paralysie, habituellement, c'est une hémiplégie. Donc, ce qui fait, c'est un seul côté. Donc, c'est soit la gauche qui est affectée ou la droite qui est affectée. Si c'est la gauche, la personne arrive et elle est paralysée du côté gauche, ben, automatiquement, vous le savez que c'est l'hémisphère droit qui est atteint parce que l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps, l'hémisphère gauche affecte la partie droite du corps. La plupart des AVC, c'est une atteinte de l'artère cérébrale moyenne. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Et si vous regardez en arrière, comme je vous ai montré, selon la zone qui est affectée, il va affecter au niveau des gyrus moteurs et sensitifs, bien plutôt moteurs qui va être affecté. C'est pour ça que les mouvements sont mal contrôlés. Il va avoir une atteinte des fois membre supérieur, membre inférieur. Vous allez réaliser que le membre inférieur, si c'est le moyen, vous allez voir que sa spasticité, la façon, les atteintes souvent sont beaucoup plus importantes au niveau du bras. Vous allez avoir ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça un basket hand. Les mains sont complètement fermées de même moment donné. Ça, c'est quand la spasticité a pris beaucoup d'ampleur. Ils ne deviennent pas comme ça tout de suite. Au début, c'est une paralysie flasque. Quand ça vient d'arriver, rien ne bouge. Tout est flasque. Aucun contrôle. Tranquillement, certains nerfs vont commencer à se réveiller, mais quand ils se réveillent, ils ont tendance, ceux qui se réveillent, c'est sur notre face yin. Donc, tout ce qui innerve au niveau des fléchisseurs vont se réveiller en premier, d'où la fermeture. Biceps, fléchisseur, poignet qui ferme et fléchisseur des doigts, donc plus ça devient important. Selon les atteintes et la sévérité, cette spasticité peut être très forte. Mais quand c'est rendu très forte, ça commence à, plus la spasticité devient forte, plus ça devient difficile pour nous à traiter. Idéalement, je préfère les avoir en stade flaccide, mais en stade flaccide, souvent, ils sont encore à l'hôpital. C'est les premiers cas que j'ai eu, tout le monde m'arrivait en stade après un an, etc. J'ai réalisé que mon résultat, le prognostic n'était vraiment pas très bon en acupuncture après la première année. Donc, idéalement, si je les ai en dedans des 3 premiers mois, si on peut les avoir le plus vite possible après un AVC, c'est là où le meilleur résultat se fait. Et vous allez voir ici dans ce tableau, je vous ai écrit comme artère cérébrale antérieure, qu'est-ce qui va être affecté? Territoire, point clé, membre inférieur, parce que si vous voyez dans l'image, l'artère cérébrale antérieure dans les deux diapos précédents, ça montrait que ça atteignait beaucoup plus la zone centrale, mais la zone centrale, c'est la zone du pied, du membre inférieur. Ici, c'est la zone du membre supérieur et ici, c'est la zone du visage. Si c'est cette partie qui est le plus atteinte, ben c'est notre membre inférieur qui est le plus atteint. Si c'est plus cette partie qui est atteinte, comme quand c'est dans l'artère cérébrale moyenne, ça va être la partie, le membre supérieur qui va être atteint. Donc, dans les cas d'AVC, c'est important d'adresser la condition ici, cette ischémie, pour ramener un apport sanguin adéquat. Et voici l'image dont je vous parlais. Vous voyez que en bleu, c'est l'artère cérébrale moyenne a tendance à affecter beaucoup plus ici. Et vous voyez en vert, on dit artère cérébrale antérieure. Pourquoi ça affecte le membre inférieur? Bien, la zone verte, c'est la zone du membre inférieur. Donc, une fois qu'on comprend comment le cerveau est divisé, si c'est quelque chose qui vous intéresse, beaucoup d'informations en ligne, etc., beaucoup de livres là-dessus que vous pouvez voir et comprendre pourquoi, si vous êtes curieux comme moi, vous voulez comprendre pourquoi telle zone est affectée, ben, il y a beaucoup d'informations. Maintenant, je vous ai parlé de, tu sais, l'hémisphère gauche contrôle la droite, l'hémisphère droite contrôle la gauche, mais il y a aussi certaines particularités si c'est la gauche ou la droite qui est atteinte. Quand nous avons une atteinte de l'hémisphère droit, il y a quelque chose de particulier que on appelle ça une héminégligence. Désolée, ce petit diapo est en anglais parce que je ne trouvais pas quelque chose de similaire en français. Si vous en trouvez, vous pouvez me l'envoyer. Ça me ferait plaisir de communiquer avec vous. Vous regardez sur l'image que en termes de ce qui contrôle visuel, notre hémisphère droit,
contrôle la vision pour voir de l'œil gauche, pour voir à gauche la partie gauche de notre corps et la partie droite de notre corps. Alors que ton hémisphère gauche contrôle seulement de voir la partie droite de notre corps. Donc, si nous avons une atteinte de l'hémisphère droit et si ça atteint dans cette zone visuelle, qu'est-ce qui va arriver? On voit seulement la partie droite. Cette condition est vraiment particulière. Si jamais vous entendez parler de ça et entendez parler d'un patient qui fait ça, ça devrait vous donner une indication et tout de suite avoir une idée de quoi faire, ce qui veut dire on va devoir aller traiter au niveau du crânio, au niveau du côté droit. Parce que, comment ça se reflète? Imaginez la personne, il s'habille, c'est comme si toute, toute sa partie de gauche n'existe pas. Il mange une assiette, il mange que la moitié d'une assiette et il mange que la partie droite de son assiette et sa partie gauche est complètement ignorée. Il s'habille, il met seulement la partie droite de son vêtement et il oublie complètement la partie gauche de son vêtement. C'est assez particulier et des fois ils s'en sortent et des fois ils ont du mal à s'en sortir de là et vous pouvez aller aider en connaissant, si vous connaissez vos points au niveau de cranioponcture, de faire plus dans la partie droite pour aller régénérer cette partie pour redonner parce que j'utilise beaucoup les TENS avec l'électrostimulation donc ça va recréer les connexions, recréer les synapses entre les différentes parties du cerveau. Maintenant, en ce qui concerne les atteintes de l'hémisphère gauche, l'atteinte de l'hémisphère gauche, lui, il a tendance à affecter au niveau de la parole, ce qui veut dire de parler ou de comprendre, parce qu'il faut la partie gauche au niveau du lobe temporal dans cette zone, il y a ce qu'on appelle l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Il y a deux types d'aphasie. Il y a ce qu'on appelle l'aphasie de Broca, qui est la zone de Broca qui se trouve en avant. En arrière, c'est l'aire de Wernicke. Broca, c'est quand on prend l'information, c'est pour l'expression, ce qui veut dire, je t'entends, je veux parler, je t'entends bien, je comprends bien, mais maintenant, quand je veux parler, parce que cette partie est atteinte, j'arrive plus à parler ou j'ai comme une patate chaude dans la bouche, je suis pas capable de même former mes mots. J'avais un cas, un jeune qui était venu me voir, il avait une aphasie. Il dit au début, il pouvait pas parler, il a dû réapprendre à parler avec des thérapeutes. Et puis, maintenant, quand il parle pendant 5 10 minutes et puis il commence à se fatiguer et puis il commence à ne plus être capable de le comprendre. C'était de même. Et j'ai testé quelque chose sur lui, c'est comme ça avec les patients, c'est comme je vais essayer de réveiller quelque chose. Trouvé l'air de Broca, je mettais les aiguilles cranioponcture, j'avais fait l'électricité et c'était vraiment intéressant parce que mon test avec lui pendant le traitement, je l'assoyais, je lui donnais un livre et j'ai dit lis à voix haute. Il lit, pas capable de lire. Après quelques secondes, il commence à se fatiguer, il articule de moins en moins bien. Et quand je lui faisais la stimulation électrique sur l'air de Broca, tranquillement, il lit mieux quand il a la stimulation électrique sur l'air de Broca. C'est vraiment intéressant. Donc, l'affaire, c'est de maintenir cette stimulation jusqu'à temps et de lui faire des exercices. Donc, je lui faisais lire pendant son traitement à chaque fois. Ça faisait partie de sa thérapie. Donc, ça vous donne des idées au moins quoi investiguer. Aphasie de Broca, qui est une aphasie expressive, c'est difficulté à parler, à écrire aussi, parce qu'il faut s'exprimer. L'écriture, c'est aussi une façon de s'exprimer. Problème d'articulation, comme j'avais dit. Et vocabulaire limité, ils perdent des mots. C'est comme, des fois, je fais ça, je mets un crayon, ça c'est quoi? Et des fois, ils vont souvent venir, ces gens-là, ils vont venir avec un membre de la famille, le conjoint ou l'enfant, etc. Et l'autre personne va dire non, parce que lui, dans sa tête, il pense que tout va bien, il dit le bon mot, il dit non, mais à chaque fois, au lieu de dire crayon, il dit cuillère, ou à chaque fois de dire cuillère, il dit quelque chose d'autre que les autres sont pas capables de comprendre. Donc, des fois, les avoir avec leur entourage, ça m'aide à comprendre un peu la situation à la maison pour pouvoir déterminer c'est quelle zone que je dois traiter. Ça, c'est l'aphasie de Broca. Maintenant, si c'est une aphasie de Wernicke, ça s'appelle une aphasie réceptive, ce qui veut dire l'aire de Wernicke est atteint. Ici, c'est la compréhension, ce qui veut dire tout ce que vous me dites, c'est là que je suis capable de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Donc, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un est atteint à ce niveau? Il a une incapacité, il n'arrive pas à comprendre le langage parlé ou même écrit. Ce qui veut dire tout ce qui est associé à un discours fluide, il ne réalise pas souvent, il est capable de parler parce que quand il va parler, il va bien articuler, mais ce qu'il dit est incohérent parce que pour lui, dans sa tête, ça fait du sens, mais pour vous, quand vous allez l'écouter,
Le patient ne réalise même pas que ses propos n'ont pas de sens, ce qui rend la communication presque impossible des fois, et malgré que son élocution est complètement parfaite. Discours fluide, la personne peut parler beaucoup, mais sans rien comprendre. Des fois, il ne comprend pas aussi ce qu'on lui dit, et il agit souvent comme si vous lui parlez une langue étrangère. Et on appelle ça une anosognosie. J'espère que je l'ai bien dit. Il y a tellement de terminologie et même moi, j'ai encore du mal des fois à les verbaliser. Le patient est fréquemment inconscient de ses erreurs de langage et pour lui ne réalise pas que son discours est incompréhensible. Il va aussi avoir des troubles de l'écriture. Donc ça, c'est une atteinte de aphasie réceptive. C'est sûr que dans ces atteintes, la personne peut affecter l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Là, c'est encore plus grave. Dans les cas, c'est pour ça, ça c'est vraiment dans des cas de AVC. Vous n'aurez pas ce genre de problème dans les cas de blessure médulaire. C'est seulement dans les cas de AVC. Donc, au moins, c'est juste pour vous donner une idée, les particularités d'une hémisphère gauche-droite. Distinction principale. Maintenant, je rentre dans c'est quoi mes protocoles quand je fais des traitements. Dans les cas d'AVC, je priorise l'acupuncture crânienne parce que la lésion est au niveau du cerveau. Il faut traiter la source. La source, c'est quoi? C'est le cerveau. La connaissance des aires atteintes, ce que je vous ai parlé, si c'est l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, le gyrus moteur, les gyrus sensitifs, etc., ça va vous donner une idée quoi viser et être hyper précis dans la localisation pour recréer des connexions entre les zones du cerveau. La technique, la fameuse technique Sina Kai Tiao, celui de Dr. Xu Shuiming, donc lui aussi, tu sais, il y a les formations, tout ce qui est crânienne, là, il y a des formations qui existent là-dessus pour aller apprendre plus loin. La formation de Jason Lindaha aussi va aller plus loin là-dedans. L'idée, si c'est possible, relâcher, parce qu'en les traitant très tôt, on peut empêcher que les spasticité s'installent avant qu'il arrive en spasticité, parce que les premières semaines au premier mois, il va être en parasiflase, tranquillement, va commencer à avoir des mouvements, et là, les doigts vont commencer à être coincés en flexion. La plupart du temps, c'est en flexion. Ça peut arriver d'une autre façon, mais à date, j'en ai pas vraiment vu. Ils étaient tous en flexion. À partir de là, c'est de relâcher les points moteurs, gâchettes, et donc de connaître aussi nos points moteurs et nos points gâchettes pour aller relâcher les tensions fibreuses au niveau de la musculature et au niveau crânien. Donc, en faisant ça, on est capable d'aller aider parce que au fur et à mesure que ça va se réveiller, s'ils n'ont pas de spasticité, ils auront un meilleur contrôle des mouvements d'extension. Et là, ils sont capables d'utiliser les mains parce qu'avoir les mains toujours fermées, ils ne sont pas capables d'utiliser leurs mains du tout. S'il y a les spasticité sont déjà installés, ben, c'est vraiment d'essayer d'aller relâcher toutes les spasticités possibles. Et l'acupuncture crânienne, je vais quand même le rajouter aussi. Il y a des aires qui gèrent plus au niveau de la spasticité. C'est pour ça les cours que vous allez faire en crânio, il y a des cours qui vous montrent comment cibler les zones s'il y a une atteinte de spasticité, comment cibler les zones s'il y a juste une atteinte moteur ou sensitive. Ça, c'est un documentaire, je vous le mets ici. C'est un documentaire qui existe, certains d'entre vous peut-être ont vu ça. Il parle de quelqu'un, le parcours d'un athlète qui avait eu un AVC, qui se retrouve paralysé. Il est parti en Chine et il a fait des traitements en Chine, justement, à l'école, à l'époque, quand c'était encore, Dr. Shi Shuiming était encore vivant et son centre de réhabilitation. Donc, c'est un documentaire, à vous de le découvrir par vous-même. Protocole Sinan Kai-Tiao, juste en gros, ça vous donne déjà une idée. Les points principaux dans les bases, vous allez réaliser que c'est les gros troncs nerveux. Étape 1, et il appelle ça, c'est des techniques de in and out, mais c'est pas juste in and out, il fait beaucoup de stimulation manuelle, il joue beaucoup avec le doigt pour créer beaucoup de sensations de touch. N'oubliez pas que le système nerveux ne fonctionne pas. On doit le réveiller. Si vous voulez réveiller quelqu'un, vous n'allez pas tranquillement le toucher, la personne va pas se réveiller, vous voulez le secouer un peu plus fort. Donc, cette technique est assez agressive et si vous le regardez faire avec Pony aussi, on l'avait fait, il nous a enseigné ça. Donc, le 6cc, pourquoi le 6cc? C'est le nerf médian. En plein sur le nerf médian, c'est quand vous mettez le poing, vous jouez avec la personne sans des zappes dans les mains parce que si quelqu'un est en paralysie flaccide, et cette technique est très bonne dans les phases aiguës de la paralysie, c'est que veut dire la personne est encore complètement en flaccide, rien ne bouge. Quand vous le faites, des fois, vous allez voir, l'idée, c'est de faire tellement de stimulation forte que la personne, ça lui fait presque mal. Oui, je sais, c'est comme, on a tendance à être très gentil, mais des fois, on n'a pas le résultat non plus. En le faisant de simulation assez forte, la personne va sursauter. Vous allez voir comme un mouvement de bras, ça va juste. Et pour quelqu'un qui est paralysé, oui, c'est peut-être déplaisant, mais des fois, ils sont tellement contents de juste voir ce mouvement que ça leur encourage de continuer aussi. Donc, en faisant ça, ce choc
s'en va au cerveau, revient, et la réponse efférente va faire qu'il y a comme un mouvement réflexe qui va se faire. C'est ce mouvement qu'ils attendent à voir quand ils font ça, que la personne fait ow ou que la personne fait un mouvement réflexe. Et l'autre point, le 26 VG, ben, 26 VG, on le sait tous, c'est pour réveiller la conscience, d'où la raison de faire ça, pour aller réveiller, parce que ça réveille au niveau de la tête et du cerveau. Le 6 RAT, le nerf, qui est le nerf tibial postérieur, même affaire quand vous le faites, vous allez voir une action réflexe des orteils qui va essayer parce que le nerf tibial, il se divise pour devenir un nerf plantaire et le nerf plantaire fait la flexion des orteils. Ce qui fait que en faisant des grosses stimulations, la personne va avoir une réaction de juste fermer les orteils, d'essayer. C'est comme si, par réflexe, quand la sensation est assez forte, tu sais, quand avant de brûler le doigt, on recule le doigt, on cherche cette réaction pour dire que, OK, on a créé le cerveau à réagir par lui-même. Une fois qu'on a cette première connexion, le reste des traitements peut continuer. Il y a des points supplémentaires aussi. Le anka, qui est le plexus brachial, parce que si tu prends le plexus brachial, tu as les trois troncs nerveux du membre supérieur. Il y a le 5 poumons, qui est le nerf radial, donc c'est en profondeur, vraiment à côté du tendon, aller chercher, c'est les mêmes genres de techniques. Donc le nerf radial contrôle tous les extenseurs, le mouvement des réflexes serait une ouverture des mains. Le 40 vessie, c'est important, je devrais l'avoir mis de l'autre côté aussi, ça aurait été fun, parce que 40 vessie, sur un fauteuil roulant, je vais m'accroupir et je vais attraper la jambe, le soulever, je vais aller derrière le genou et faire cette simulation et d'attendre. Mais attention, des fois, quand vous le faites, il y a beaucoup de mouvements réflexes dans les gens en paralysie. Assurez-vous de ne pas vous blesser parce que la personne, par mouvement réflexe, un mouvement qui ne contrôle pas, la jambe va juste bouger, vous allez vous faire cogner. Donc, de bien vous placer, bien tenir la jambe. Le 40 vessie, c'est le nerf tibial et il va avoir un réflexe de, encore une fois, de rétraction qu'ils vont essayer de faire. Et si vous regardez maintenant au niveau de l'homonculus et de la somatotopie, regardez c'est où ces points. Ça, c'est tout le cerveau avec la zone jambe, membre inférieur, membre supérieur et visage. Au niveau du 6 RAT, vous allez gérer membre inf. 6 CC, c'est au niveau de membre supérieur et le 26 VG au niveau du visage. Donc, l'idée de ça, de faire des grosses simulations, c'est que vous réveillez toute la zone du cortex. Il faut que toute la zone du cortex ait reçu un petit choc pour que toute la zone commence à se communiquer. Dans la formation de Jason Linda-Howe, ils ont cette image. Ben, ça, c'est juste une des pages du livre de Jason et Linda Howe. Dans la formation de Pony, il passe à travers la crânio, il passe à travers un peu d'auriculo, il essaie de passer à travers tout. C'est pour ça que c'est un cours tellement lourd. Mais vous allez voir qu'il y a des zones motrices, des zones sensitives, des zones de la parole, des zones pour parole, justement, l'air de Wernicke, air du langage 1, la zone de Broca, la zone de Wernicke. Quand il y a beaucoup des gens en blessure médulaire ont des troubles de chute de pression, donc la zone de dilatation et de constriction des vaisseaux sanguins. Donc, chaque zone est prise en considération. Donc, il faut savoir les trouver et selon les conditions et les symptômes qu'on a, on va les viser un ou d'autres. Mais quand on fait la crânio, on essaie de ne pas faire plus que 6 zones en même temps parce que c'est trop de simulation. C'est pareil quand vous apprenez quelque chose, si on vous parle de 10 affaires en même temps, vous allez vous souvenir de rien. Le cerveau est pareil, ne le surchargez pas d'informations. Vous préférez être simple et très distinct dans votre information et répéter un autre traitement pour quelque chose d'autre plutôt que d'essayer de surcharger avec trop d'informations le cerveau. Donc, il faut choisir, avoir une stratégie, qu'est-ce qu'on vise dans cette journée-là. Vous allez voir qu'il y a aussi une aire qui s'appelle l'aire de Corée et tremblement. Aire de Corée, tremblement, justement, c'est une zone quand il y a des spacités, c'est la zone qu'on va traiter, c'est en avant de la zone motrice. Donc, chaque zone est prise en considération selon ce que j'ai à traiter, c'est la zone que je vais viser. Et en acupuncture crânienne, comme je vous ai dit, Pony, le travail qu'il a fait, il a décidé, il dit, parce qu'il a vu, si vous voyez l'image tantôt, celui-là, vous allez réaliser, remarquer quelque chose. Regardez la ligne motrice, il descend jusqu'à la ligne de cheveux. Mais techniquement, Pony s'est dit, attends, mais si on dit que l'air du langage est là, mais seul le cerveau, c'est une image, l'air de Broca est à peu près ici, alors qu'ici, on met l'air du Broca ou l'air du langage est trop bas. Il s'est dit, mais c'est trop bas. Il me semble que anatomiquement, dans cette zone, on n'est plus dans l'air temporal. Lobe temporal est à peu près ici, et lobe temporal, c'est là où se trouve l'air du langage. Donc, Pony a voulu, avant de dire quoi que ce soit et de changer son enseignement, il préfère, étant Pony, il décide de faire ses propres recherches. Vu qu'il a accès à l'Université de Toronto et tout, il a décidé de mettre ses propres acupuncteurs. Il a pris 12 acupuncteurs
Il a scanné leur cerveau, il a mis des petites notes, c'est où nos zones qu'on a appris en acupuncture, les zones du cerveau qui gèrent les indications spécifiques, et puis mettre sous un IRM pour voir est-ce que les zones coordonnent. Donc, il a tracé 40 points et il a passé dans l'IRM et il a découvert, ben voilà, regardez tous les points d'acupuncture qui existent. Et là, c'est comme ça qu'il a fait, dit, ben OK, le 5 VC tombe dans telle région, oui, ça devrait traiter ça. Le 7 VC, on dit que ça traite ça, ça coordonne. Pourquoi ça traite ça? Ben parce que c'est sur telle aire qui contrôle telle partie de notre fonction, etc. Et là, quand il a réalisé ça, il a aussi réalisé que en termes de crânio, on mettait les points au niveau du langage beaucoup trop bas, ça devrait être à peu près à ce niveau. Là, du langage se trouve ici. Exactement. C'est ce qu'on appelle la scissure sylvienne. Il se trouve vraiment juste dans ce niveau. Donc, il y a des petits bémols. Donc, quand il enseigne, il prend les cours de Jason Linderham, mais il a précisé un petit peu plus en termes de certaines localisations. Contre-indication pour la cranioponcture ou l'acupuncture crânienne. Attention, quand je vous ai dit, il y a différents types d'AVC. Il y a ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Une AVC hémorragique, ben souvent, il y aura une craniotomie, ce qui va dire évacuation de l'hématome et du saignement. Donc, l'hémorragie cérébrale doit d'abord être contrôlée. Donc, ce qui veut dire, ils vont ouvrir le crâne et vont le remplacer après avec des vis. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui vient d'avoir une craniotomie, essayer de piquer au niveau du crâne et des fois, il faut que tout soit bien refermé. Ça, c'est prudence, pas chirurgie. Là, il y a des enjeux de cicatrisation. Vous allez voir, j'en ai eu un que j'ai vu dernièrement et c'est déjà bien cicatrisé, mais la forme a complètement changé. Des fois, ça change complètement comment je vais mettre l'aiguille, comment je peux faire. Et je dois m'assurer et je vous demande d'avoir un accord médical, de demander idéalement un OK de l'équipe médicale. Est-ce que c'est correct? Est-ce que tout est fermé avant d'entamer ce genre de traitement? Dans ce cas-ci, c'est là où pour moi c'est utile d'avoir appris l'auriculothérapie parce que je peux avoir accès à l'oreille. Donc, si vous n'avez pas fait l'auriculothérapie, il y a des cours, je donne des formations en auriculothérapie, mais pas pour ce genre de cas parce que ça c'est encore plus avancé. Auriculo, il y a des façons de faire aussi, donc on peut s'en parler ça à un autre moment. Quelle fréquence des séances? C'est une très bonne question. En termes de fréquence des séances, c'est très long. C'est pour ça que je dis ce genre de cas, ça prend des fois un mois, je les vois à chaque semaine ou même 2 fois par semaine. Je vais vous expliquer chacun nos stratégies. Pony les prend 2 fois à 3 fois semaine. Mais ces séances sont plus courtes, des petits messages, des petits messages. Moi, ma réalité clinique, c'est que beaucoup de ces patients arrivent en fauteuil roulant. C'est difficile de se déplacer. Il y en a des patients qui viennent de loin. Je sais qu'ils vont pas pouvoir venir 2 fois semaine, donc je fais des traitements beaucoup plus agressifs, ce qui veut dire je fais beaucoup plus, je prends des 2 heures, je fais beaucoup de choses en même temps. Mais faut savoir qu'il y a comme une conséquence, c'est qu'ils vont être hyper fatigués après mes traitements. C'est comme avoir eu un gros entraînement, beaucoup de stimulation, ils seront fatigués. Je demande toujours, les gens qui viennent me voir, c'est que la journée du traitement, selon ce que je vais faire, ils vont être très fatigués, mais je les vois une seule fois semaine, mais je fais 2 fois plus que Pony va faire. Idéalement, c'est de le voir 2, 3 fois et ça peut durer et ça prend un mois. Moi, je fais toujours des vidéos, ça prend un mois avant de déterminer c'est où qu'on est rendu, quelle progression qu'on a eue. Donc, je fais des vidéos, je mesure les spacités, je mesure certains mouvements, je regarde les mouvements des doigts et puis qu'est-ce qu'on a eu. Des fois, j'ai juste à peine de aucun mouvement, j'ai une pronation. De aucun mouvement, j'ai un petit peu de biceps. D'aucun mouvement, si c'était flaccide, soudain, j'ai des espaces, des mouvements involontaires, c'est déjà un début de mouvement. Je dois voir qu'il y a une progression, sinon je vais être honnête avec la personne et je vais arrêter les traitements si après comme 2 mois je vois rien. Je vais être honnête parce que je veux pas leur faire perdre de temps. C'est beaucoup de temps et d'argent investi de leur part. Ce qui fait que ça peut prendre jusqu'à une année. Vous allez voir le cas que je vais vous montrer tantôt. Ça fait 1 an que je la traite et on avait commencé 2 fois semaine et maintenant nous sommes rendus à 1 fois semaine. De temps en temps, ça nous arrive de manquer une semaine, c'est parce qu'on est en congé ou quoi que ce soit. Mais il faut avoir de la patience. Vous n'allez pas voir des résultats immédiats. Des résultats, ça prend au moins 3, 4 traitements pour que la personne me dise quelque chose verbalement, j'ai ressenti un changement dans à quel niveau. Et de savoir mesurer les changements pour savoir si on arrête ou on continue. Est-ce qu'on traite aussi le terrain du patient? Oui, merci de poser cette question. C'est sûr qu'il faut traiter le terrain, mais le terrain, n'oubliez pas quelque chose. Dans un AVC, tout le terrain va être affecté. Le terrain est affecté par l'AVC. Donc, je vais prendre ça comme priorité de vraiment
Le terrain, c'est très minime des petites choses parce que principalement, ton système nerveux central gère comment tout ton corps va réguler. Si tu as d'espace, tu vas pas dormir. Si tu dors pas, tu es fatigué. Si tu es fatigué, t'as pas d'énergie. Si tu es tellement déprimé parce que tu es paralysé et tu manges pas, tu comprends que c'est tellement à la base de beaucoup de choses qui va se passer. Donc, à vous, comme clinicien, de déterminer ça va être quoi ma base? Parce que s'ils viennent te voir dans cette condition, t'as une fenêtre très minime pour essayer d'avoir des résultats parce que si t'es en train de traiter le terrain et t'as toujours rien gagné en mouvement, après un an, c'est fini. T'as perdu. T'as perdu ta fenêtre de pouvoir avoir une influence. Donc, j'avance très vite en termes de ça. C'est quelques points de terrain. Je traite surtout le chêne. Je vais traiter surtout leur niveau d'anxiété, leur niveau de frustration. Vous pouvez imaginer la frustration d'être soudain en santé et d'un jour au lendemain de ne pas être fonctionnel et de dépendre de quelqu'un. Il y a cet aspect mental qui est très fort, donc j'ai tendance à mettre beaucoup d'emphase sur l'aspect mental. L'aspect mental, le sommeil, parce que ça va m'aider à le reste. Mais si je contrôle ce passé, j'ai un meilleur sommeil aussi, donc comprenez que ça devient prioritaire. Donc, les techniques utilisées principalement sont acupuncture et auriculothérapie, pas d'autres techniques, ventouse, drainant ou pharmacopée. Ben, pharmacopée, on est au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser pharmacopée, mais pharmacopée est intéressant. Ici, au Québec, vu que on n'a plus le droit d'utiliser la pharmacopée à cause de la loi la restriction, ce qui fait que moi, je n'utilise pas de pharmacopée, mais je leur demande de consulter avec un naturopathe. Ils sont aussi suivis. Je travaille beaucoup avec d'autres cliniques, mais c'est sûr que pharmacopée aussi va aider. Cranio, ventouse, c'est sûr, parce que les spacités, de finir par des ventouses aussi. Moxa aussi. Tu sais, il y a beaucoup de techniques, vous pouvez mélanger parce que quand vous faites la stimulation électrique, c'est très fatigant pour le corps. Donc, des fois, avec le Moxa et tout ça, vous pouvez aller rajouter d'autres trucs. Déjà, pour les installer, quand quelqu'un est en fauteuil roulant, que je dois le mettre sur la table, ça prend beaucoup de temps. Je dois les déshabiller, je dois les installer, je dois les soulever, on doit les faire s'asseoir, etc. Donc, prenez le temps en considération. Ça me prend déjà 2 heures avec chaque patient. Donc, le temps de faire Moxa, le temps de faire ventouse, c'est une question de gestion de temps aussi. Donc, si vous avez le temps, 3 heures avec la personne, allez-y. À vous de déterminer comment vous allez diviser votre temps pour faire le maximum possible. Maintenant, ça c'est mon gros dada en ce moment, tout ce qui est lésion médulaire. Lésion médulaire, comme je vous avais dit, c'est une atteinte au niveau, une lésion au niveau de la moelle. Souvent, c'est suite à un accident. C'est déjà arrivé, j'en ai un cas que c'est suite à une infection. Si la lésion, on le sait très bien qu'au niveau plexus brachial, c'est au niveau de C5 à T1. Donc, s'il y a une atteinte à ce niveau, ils vont être paralysés du bras et membre supérieur et membre inférieur. Les lésions cervicales, attention, ça c'est plus grave. Si c'est au niveau de C3 à C5, il y a une possible atteinte du diaphragme. Là, ça devient plus sévère. C'est pas les gens qui vont venir vous voir en clinique. Habituellement, ils seront encore hospitalisés ou intubés. Vous n'aurez pas vraiment accès. Ce sont des gens qui doivent être suivis. Mais souvent, les lésions, j'ai beaucoup de tétras, c'est à partir, j'ai beaucoup de lésions de C5, C6, C7. Donc ça, j'en ai beaucoup. Et puis, c'est sûr que plus c'est haut, plus c'est grave, plus c'est bas, moins de choses sont affectées. J'ai une qui est au niveau de T12. Au niveau de T12, donc, elle a les jambes non fonctionnelles, mais son atteinte était vraiment sévère. Mais l'affaire, elle a le fonction de tout le bras, le membre supérieur. Mais même si c'est T12, elle avait quand même des atteintes et des sensations altérées au niveau plus haut. Au niveau du nombril, le nombril, par exemple, c'est T10. Mais sachez que quand on a une atteinte au niveau, disons, fracture T12, ça ne veut pas dire que T10 ne sera pas affecté. La tête peut influencer, disons T12 est affecté, peut influencer 3 vertèbres plus haut jusqu'à 7 vertèbres plus bas. Ben, 7 vertèbres plus bas, c'est sûr, mais jusqu'à 3 vertèbres plus haut. OK? Chaque atteinte au niveau de la moelle épinière, il y a une influence indirecte qui va affecter jusqu'à 3 niveaux plus haut, 3 segments plus haut. Donc ici, ça vous donne une idée, lésion thoracique, qu'est-ce qui va arriver? C'est paraplégie, le tronc, les muscles abdominaux. Donc les gens qui sont cervicales, par exemple, ils n'ont aucun contrôle du tronc. Donc, souvent, sur le fauteuil, ils vont avoir une ceinture qui va les tenir parce que sinon, ils basculent en avant, ils tombent sur le côté. Si vous ne les tenez pas, il faut surveiller. C'est pour ça, vous devez vraiment être présent dans ces cas-là parce que certains sont pas capables de contrôler le tronc. Vous les laissez, ils sont tombés sur le côté, OK? C'est pour ça, pour moi, c'est important de parler de ce genre de cas parce que j'aimerais avoir beaucoup plus de monde qui sont capables de les aider parce que nous sommes capables de faire tellement de choses, mais il manque tellement de personnes pour les aider. C'est une patientèle qui a besoin d'aide et on n'a pas assez. Ça, c'est le plus important parce que on doit apprendre et comprendre, surtout en tant qu'ACU, de comprendre c'est quoi les mesures
universel que tout le monde va utiliser. Les gens avec une blessure médulaire vont venir et dire, oh, moi, je suis Asia A, je suis Asia B, je suis Asia C. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fiche que je vous ai mis ici, le Asia Scale, c'est en ligne. Vous pouvez aller downloader ça et vous allez voir sur un côté de la page, c'est écrit les explications et l'autre côté de la page, c'est le formulaire où vous allez écrire vos données. J'aime le montrer parce que quand ils vont venir à vous, auront déjà eu un suivi et l'équipe médicale et l'équipe de réhabilitation auront déjà fait une mesure et avoir une classification ASIA. Donc, ils vont venir me voir, je leur parle au téléphone, vous êtes ASIA quoi? Maintenant, regardez l'explication. Ici, dans ce cas-ci, avoir un A, c'est pas une bonne chose, OK? On veut pas être A. ASIA A, c'est aucune fonction motrice ni sensitive, une atteinte complète, conservée dans les segments, inclut les segments sacrés S4, S5. ASIA B, quand je dis sensibilité préservée sous la lésion, ça ne veut pas dire que la sensibilité est normale. Il dit, j'ai l'impression de sentir quelque chose. Je pense que tu me touches ici, mais je sens pas le toucher, je sens une chaleur. Ou je sens pas la chaleur, je sens le froid. Ou je sens ni la chaleur ni le froid. Et je touche le coude, il dit, mais je pense que j'ai senti le pouce. On appelle ça une sensation altérée. Quand je dis sensibilité préservée, ça ne veut pas dire que c'est une sensibilité normale. Mais il n'y a pas de fonction motrice, ce qui veut dire paralysie, seulement sensation altérée ou normalisée selon, parce que c'est difficile, donc quand on dit Asia, ça dit pas toutes les subtilités entre les zones grises. Là, on parle on parle, tu sais, noir sur blanc en ce moment, mais il y a beaucoup de zones grises, OK? Asia C, ce qui veut dire on a une fonction motrice. Quand je dis une fonction motrice présente sous la lésion, ce qui veut dire commence à une fonction motrice volontaire. Ils sont capables d'y regarde, Julie, je suis capable de bouger l'index. Je suis comme, yeah, on a eu l'index. Est-ce que tu es capable de bouger le pouce? Ah, un peu. Regarde les doigts, parce que hier, j'ai eu quelqu'un, je te dis, regarde, mon majeur commence à bouger. Je suis comme, on célèbre chaque petit mouvement qu'on gagne, OK? Mon but dans mes traitements, c'est de les aider à traverser ça le plus vite possible, de gagner. Nous, en tant qu'acupuncture, c'est une accélération. Donc, si ça prend trop longtemps, après, comme je disais, 12 mois, 1 an, 2 ans, là, ça commence à être difficile d'avoir des progrès. Donc, si je peux tout accélérer en l'espace que le corps commence à répondre, c'est là, peut-être, on va pouvoir les faire gagner et même se tenir debout et même faire leur premier pas. Donc, le but, c'est une atteinte tellement, tu imagines, parce que j'ai beaucoup de jeunes et pour moi, ça me tient à cœur, c'est comme de passer toute ta vie à 30 ans, à 18 ans, dans un fauteuil roulant, comme alors que je dis, je peux peut-être te faire gagner une partie de la sensation pour te tenir debout, même si c'est pour quelques instants, mais ça change une vie. Asia D, fonction motrice préservée, au moins la moitié des muscles, ce qui veut dire plus que 3 sur 5. Rendu là, Asia D, on n'est pas pire, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas en fauteuil roulant. Ils se lèvent juste pour quelques instants, ils sont capables de tenir debout peut-être quelques secondes, ils sont capables peut-être de marcher sur une marchette où la plupart de la mise en charge, c'est sur le bras encore. Ce qui veut dire plus que la moitié des muscles répond, mais ça veut pas dire ça répond pas. Peut-être le biceps est à 20%, peut-être les quads sont à 50%, peut-être l'autre quad à gauche est à 30% alors que le quad droit. Donc, il y a des variabilités et pour moi, je regarde, c'est lequel qui répond le moins, c'est celui que je vais m'attaquer. Un Asia E, on est rendu normal. Un patient arrive avec une classification Asia, par exemple, mais est-ce que je comprends qu'il peut évoluer et changer de classification seulement? Oui, je donne un exemple de ça. La patiente que vous allez voir, parce que vous allez voir les vidéos, elle est arrivée, elle était à Asia B quand elle est arrivée. Maintenant, elle est rendue à un Asia C, elle s'en va vers un Asia D. On est presque un Asia D. Mais l'affaire, c'est que j'ai pas, au début, je faisais les tests. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire les tests. Vous pouvez, disons, faire le test si vous travaillez avec une autre clinique, etc. J'ai pas besoin de faire les tests parce que je sais que la clinique de réhabilitation, les physios sont en train de faire les examens. Moi, je ne fais que parler va-et-vient avec eux et puis on travaille ensemble, en collaboration. C'est un travail à faire en collaboration avec d'autres personnes. Et puis, Asia E, toute la fonction est normale. Donc, moi, j'espère le cas que vous allez voir. Mon but, c'est, ça avance, ça a bien avancé, ça fait 1 an. Vous allez voir qu'on est rendu Asia C et D. Ça m'a pris 1 an pour amener d'un Asia B à un Asia C et D. On est dans la dernière étape. Elle est toutes les fonctions moteurs. Elle a des fonctions dans tous les muscles. Et certains muscles sont déjà rendus à plus que 3 sur 5. Tranquillement. Parce que quand je dis Asia D, c'est fonction plus que 3 sur 5. J'ai un bras qui est rendu à 3 sur 5. J'ai l'autre bras encore à 2 sur 5. J'ai un autre bras qui, la jambe est rendue, une jambe est rendue à 3 sur 5,
mais l'autre jambe est encore à 2 sur 7. Donc, c'est pour ça que je dis, on est entre ces. C'est pour ça que je dis, la classification, il y a des petites zones entre deux. Donc, à vous de juger et de savoir c'est quoi vos priorités. Non testable, c'est comme examen impossible, exemple, trop de douleur, troubles cognitifs, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens qui m'arrivent en bonne conscience et je suis capable de faire quelque chose. Voici de quoi ça a l'air. Donc, j'en ai toujours des formulaires de même à la clinique au cas où il n'y avait aucune classification. Juste pour avoir une idée, au début de mes traitements, on était où? Et à la fin, disons après quelques mois ou choses, on est rendu où? Ça me donne une idée. C'est autant encourageant pour nous que pour le patient de voir, oh, regarde, mon sensation au niveau de ces trois, mes flexions, etc., c'est rendu où? Je vais pas vous enseigner comment faire un test ASIA. Vous pouvez aller en ligne, il y a plein de vidéos, etc. Je veux juste vous rendre curieux pour savoir quoi aller chercher. Et dans le test ASIA, on vérifie autant le sensitif que le moteur. Et au niveau sensitif, il y a deux types de toucher. Il y a le toucher nociceptif et le toucher fin. Toucher fin, c'est que veut dire avec la ouate, comme on a appris à l'école, on testait les ondes pour voir est-ce que tu sens celui-là. Parce que ces deux distinctions, ces différents types de système nerveux qui déterminent si c'est un toucher nociceptif. Nociceptif, il y a les petits rouleaux avec des petits pics qui est un peu plus aigu comme sensation pour voir, parce que des fois, ils sentent la douleur et ils sentent pas les touchés fins ou vice-versa. Donc, vous pouvez vérifier. Ça, c'est important. Pour moi, ça, c'est plus important de comprendre on est rendu à quel niveau. Au début de toute paralysie, AVC ou lésion médulaire, cette phase a été créée par Brunstrom. La thérapeute qui a créé les stades, c'était une physiothérapeute suédoise qui s'appelle Signe Brunstrom. Elle était en 1898 à 1988. C'était une pionnière en réadaptation neurologique qui a profondément influencé les prises en charge des patients hémiplégiques post-AVC au milieu du 20e siècle. Alors, ça fait très longtemps. Elle a principalement travaillé aux États-Unis. Elle a créé ce stade Brunstrom que on utilise encore. Tout ce que je vous dis, ça ne veut pas dire qu'on utilise juste ça. Je suis sûre que maintenant, c'est la recherche continue dans les hôpitaux, dans différentes facilités. Peut-être ils utilisent d'autres phases que je connais pas. Comme je vous dis, je suis pas la personne qui connaît tout, là. Je vous dis seulement les choses que moi, je suis conscient et c'est quoi les choses que j'utilise pour avoir une idée. Toute paralysie commence par une paralysie stade 1, comme vous voyez, flaccide, ce qui veut dire aucun mouvement, comme je vous ai dit. Et puis, au fur et à mesure que le nerf commence à réveiller, parce qu'au début, c'est un choc. Imagine, vous venez d'avoir l'accident. C'est un choc. Le système nerveux est tellement en choc, il ferme toute fonction. Donc, rien ne bouge. On contrôle rien. Et puis, le système nerveux commence à se réveiller un peu. Et là, quand il se réveille, imaginez cette scène. Vous êtes gelé à l'extérieur, vous n'avez pas d'habit, vous êtes resté dehors à -30, vous êtes complètement gelé. On vous ramène à l'intérieur maintenant. On commence à vous chauffer. Vous savez, quand les doigts commencent à dégeler, vous savez cette sensation quand ça fait mal au début, quand les choses se réveillent, ça fait mal. Maintenant, imagine tout le système nerveux dû à une lésion est complètement fermé pendant des mois. Et maintenant, ça se réveille. Pensez-vous que ça va se réveiller? Ouh, je vais me réveiller tranquillement et tout va bien. Non, ça va pas se réveiller bien comme il faut. Ça va se réveiller en ayant une raideur. Les muscles n'ont pas bougé. Il y a atrophie. Et les muscles sont faits pour être vascularisés et bouger. On parle de médecine chinoise à circulation. Imagine qu'il y a aucun de tout ça parce que tu n'es pas capable de bouger toi-même tes bras. La raideur qui existe dans le muscle quand les choses commencent à réveiller, il va se sentir raide. Stade 2. Stade 3, continue à réveiller. Et quand ça réveille, on a plusieurs branches nerveuses. On a trois troncs nerveux dans le bras. Le nerf radial, le nerf et le médian. Le médian contrôle les flexions. Le radial contrôle l'extension. Le nerf contrôle les mouvements fins. Quand ça va se réveiller, c'est pas comme si les trois se réveillent en même temps, similaires au même niveau. Non, un va se réveiller plus que d'autres. Une lésion de la moelle, c'est une atteinte du doumaï, c'est un effondrement du doumaï principalement au départ. Donc, imaginez que tout ce qui est le yang ferme, spasticité des yin. On ferme en soi, on se recroqueville. Donc, toutes les yin, seulement le yin fonctionne. Donc, la plupart du temps, c'est pour ça qu'on a tellement des mouvements de même. Ça ne veut pas dire que c'est classique, chaque cas se présente de même. Donc, on peut avoir des petits... C'est pour ça il faut savoir classifier et analyser. Mais c'est plus commun d'avoir toujours la fermeture. Donc, spasticité des fléchisseurs, le yin, commence à fermer. Stade 3, ça continue à évoluer parce que, mais au fait, c'est pas un mauvais signe et ils le savent. Quand on voit des spastités, on dit, mais c'est bon signe, c'est que veut dire quelque chose se réveille.
Mais maintenant, il faut le contrôler parce qu'il se réveille de la mauvaise façon. Maintenant, on doit contrôler comment il se réveille. C'est là où on veut prendre en charge et les mener dans la bonne direction. Donc, stade 3, grosse spasticité. À partir du stade 4, il y a certaines zones, il commence à avoir moins de spasticité. Au début, c'est très spastique et là, tu vois la personne, je suis comme, oh, regarde, encore spastique, mais je suis capable un peu moins. Et là, stade 5, on commence à avoir des mouvements spécifiques de certains doigts. Au stade 6, on a tout regagné. L'idéal, c'est de retrouver stade 6, mais en réalité, c'est très rare qu'on a ça, OK? Et la fin, il faut comprendre quelque chose. À chaque fois que je dis des stades en paralysie, il y a, comme je dis, des zones grises. Chez mon patient, je suis un stade 3 au niveau des jambes, mais je suis un stade 4 au niveau de l'avant-bras. Et avant-bras droit est au stade 4, mais avant-bras gauche est au stade 3. Donc, quand je dis, il y a des petites subtilités à mesurer, OK? Mais ça, c'est les stades de base parce que moi, la façon que je mesure, je suis comme, pas pire, en 2 mois, je suis rendue au stade 3, stade 4. J'en ai un que j'ai eu finalement c'est très rare, que j'ai commencé en stade flaccide. J'adore parce que pour une fois, j'ai eu la personne en dedans des 3 premiers mois. Habituellement, ça peut prendre des mois de passer au stade 1 à stade 3. Ça peut être 3 mois, 6 mois. Et la stade spastique, stade 3, c'est le stade que pour eux, c'est le plus déprimant parce que imaginez avoir des spasmes et des crampes à longueur de journée, des clonus. Et j'ai pas encore parlé de clonus. Clonus, c'est quand il y a un mouvement involontaire, surtout c'est les jambes au niveau des mollets, ça va sauter et ça bouge tout seul. Comment vous pouvez dormir, rester dans le lit quand vous avez soudain un espace dans le lit et qu'on est en clonus et que le pied commence à bouger tout seul, par exemple. Et c'est une phase qui peut être longue. Donc, l'idée, comme je dis en acupuncture, quand je commence très tôt, il va passer tous ces stades. Donc, quand la personne, en ce moment, je commence à réveiller son système nerveux, il est déjà rendu en stade 3. Et là, on a fait 2 mois ensemble. Il est passé de stade 1 à stade 3 en l'espace de 2 mois. Parce que là, on commençait tôt. Habituellement, des fois, je vois ça en comme 4 5 mois et là, il est déjà rendu en stade 3 en 2 mois. Et là, il commence à être d'école. Je dis, oh, mais j'ai mal. Je dis, je sais, mais on est déjà en stade 3 parce que tu es obligé de passer de stade 3 pour que je m'en aille vers le stade 5 et 6. On n'a pas le choix que de passer ce stade. On le sait tous dans la vie. La progression n'est jamais, la progression n'est pas linéaire et la progression n'est pas comme quelque chose de nécessairement bon. On veut être en forme, mais tu dois souffrir un peu de t'entraîner pour arriver là. Toutes les choses, ça prend un effort toujours pour arriver à une autre étape. Donc, malheureusement, c'est une étape à traverser. L'idée, c'est de les accompagner et de leur offrir le mieux, le plus, c'est notre aide possible. Mon but, à chaque fois, je leur dis, c'est d'essayer de vous faire passer le stade 3 le plus vite possible. Ça, c'est une de mes patientes. C'est le cas que je vais vous montrer, les vidéos que j'ai. Ça, c'est dans le début de son accident. Vous voyez comment, à quel point les stades initiales. Le stade initial, c'est ce qu'on appelle un choc spinal. C'est une phase aiguë, mais c'est une phase transitoire qui peut prendre des semaines. Habituellement, on dit des semaines, mais des fois, chez certaines personnes, ça dure un petit peu plus longtemps parce que ça dépend de l'inflammation aiguë qui se trouve localement au niveau de la moelle lui-même. Parce que quand tu t'es blessé, automatiquement, une inflammation, mais imagine l'inflammation, c'est au niveau de la moelle, ça affecte beaucoup plus de zones. Comment c'est caractérisé? C'est disparition brutale de toutes les fonctions neurologiques sous la lésion. Paralysie flasque, comme j'ai dit, paralysie flasque. Abolition des réflexes. Parce que des fois, il y a des réflexes, même si on est paralysé, on a des réflexes qui restent. Perte de sensibilité et troubles sphinctériens. Regarde en bas, cette phase peut durer quelques jours, plusieurs semaines, des mois dans les cas sévères. Donc, à prendre avec un grain de sel, parce que j'ai des gens qui disent, on n'est pas en choc spinal, mais je regarde toutes les signes, ça a l'air encore en choc spinal. Donc, à juger, nous, on traite en phase de celui qu'on voit en clinique. Donc, je vais regarder si je suis en paralysie flasque ou spastique, etc., pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Parce que cette phase qui est dans une paralysie, abolition des réflexes complète, on pense que il n'y a plus d'espoir. Mais attendez, dans les cas sévères, ça peut durer plus longtemps, mais ça ne préjuge pas un pronostic définitif. Donc, des fois, on les dit, oh mon Dieu, ça fait 2 mois, ils sont comme ça, ok, c'est fini, et la personne va passer. Attends, parce que des fois, après quelques mois, tu vois des mouvements qui commencent à apparaître. Je suis comme, OK, ça a juste retardé le temps de les étapes. Je garde toujours un petit jugement personnel quand je vais le voir, je réévalue. Qu'est-ce qui se passe? Stade 1, choc spinal, paralysie flasque. Il n'y a aucun réflexe, comme je vous ai dit. Peut-être accompagné d'une perte de flux sympathique. Ça veut dire parce que c'est la moelle épinière, ça contrôle notre système nerveux autonome et notre système sympathique. Ça veut dire qu'il contrôle le reste de nos organes, le fonctionnement.
Donc, souvent, ces gens vont avoir de l'hypotension et bradycardie. Ils vont avoir des chutes de pression. Donc, il faut qu'ils soient suivis. Donc, c'est pas des cas que vous prenez tout seul, c'est tous des cas hospitalisés et vous travaillez avec une équipe. Dans ce stade, je vais prioriser. Tonifier le yang chi. Ça vient au niveau des points choux du dos, les watojaji. N'oubliez pas que c'est la moelle. Donc, je veux aller ramener au niveau de la moelle. C'est le niveau, c'est où la lésion? La moelle, je vais aller viser ça en premier. Je dois restaurer les fonctions cérébraux. J'ai mis Dr. Wang Leiting, il y a plusieurs médecins et professeurs qui ont comme enseigné en termes de tout ce qui est neurologique. C'est rien de nouveau, c'est des petits bouts ici et là qu'on a pris de plusieurs autres médecins qui nous a précédés. Il faut donner une information motrice et sensitive au cerveau. Il faut promouvoir la tension musculaire parce qu'au début, on est en flash, donc on veut commencer à les réveiller. Donc là, je vais faire beaucoup de craniaux. On a parlé de Sinanka Tiao. Retourner à ce diapo, les points sont là. Et Sinanka Tiao veut dire aiguiser l'esprit pour induire la conscience. Ça le décrit superbement. L'acupuncture crânienne, il y a différentes écoles d'acupuncture crânienne, de craniaux. Tout ce qui est crânio est bon parce que pourquoi? À 66% de tout ce que vous avez faire au niveau du crânio va toujours fonctionner. 66% d'efficacité, pas d'efficacité, d'effet au niveau du cortex. Mais si vous pouvez être encore plus spécifique et savoir exactement se trouve où le gyrus et savoir mesurer, vous aurez peut-être un autre 33% d'effet spécifique, ce qui fait que vous serez à 100% d'effet. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime la précision. Donc, plus j'en apprends, plus je veux être spécifique pour avoir je veux avoir 100% d'être sûr, 100% d'effet plutôt que 66% d'effet si c'est possible. Et puis, auriculothérapie médicale que je vais utiliser aussi. Stade 2 et 3, on est dans l'apparition de la spasticité et des mouvements involontaires. Par exemple, mes patients, tu vas voir, ils vont arriver comme mon patient que j'ai dit qui m'est arrivé en stade flaccide. Il a commencé à avoir des mouvements, ses mains font ça tout seul. Il se lève tout seul. Il ne contrôle pas. Il les sent même pas. Mais ça fait tout seul. Et moi, je les regarde venir, je les regarde venir en fauteuil, je regarde si je vois des trucs. Des fois, je les vois pencher. Ça me donne déjà une idée. Je me fais déjà comme une idée dans la tête en les voyant rentrer parce qu'ils doivent passer le corridor. Je les vois venir de loin. Mon observation commence à partir de ce moment. Donc, la spasticité est un réflexe exagéré. Parce que pensez à ça. Si quelqu'un te tire le bras trop fort, automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir ramener. Donc, on ne veut pas faire les mouvements rapides avec eux parce qu'ils ont un réflexe hyper réflexif. Tu vas leur créer encore plus de spasticité. Leur cerveau ne comprend pas l'exagération de leur réponse. Ils vont toujours réagir en exagération. Donc, faites jamais les mouvements trop rapides. Vous allez vous faire cogner de toute façon. Alors, donc, il y a une dominance, comme j'avais dit tantôt, des fléchisseurs du membre supérieur et des extenseurs du membre inférieur. Extenseur du membre inférieur, c'est que veut dire au niveau d'extension du genou, vous allez voir que les jambes ont tendance, ils ont beaucoup de spatier où les jambes, ils deviennent tout droits, raides devant eux. Et là, avant de les transférer, je dois m'assurer que toutes les membres sont retombées aux positions neutres. On bouge la jambe tranquillement, on attend que ça se recalme, que l'espace. Il y a beaucoup de. C'est pour ça, ces gens, quand ils viennent en clinique, ça prend un peu plus de temps parce que je dois attendre que le corps se calme, je dois attendre que le corps est bien positionné avant de les transférer. Donc, dans ces stades, en traitement, principalement, ben, il faut contrôler l'espace parce que l'espace va devenir, c'est bon de voir l'espace, ça veut dire que quelque chose se réveille, mais on ne veut pas que l'espace prenne tellement de relève qu'ils ont perdu la fonction. Finalement, tu as tellement d'espace ici que tu peux même plus ouvrir les mains. Finalement, tu peux pas ouvrir les mains. Donc, on veut contrôler ce espace. Donc, membre supérieur, tonifier le yang et disperser le yin. Si l'espace est fort, le yin est beaucoup trop spastique ici, donc on veut vraiment se concentrer parce que je peux pas ouvrir le doigt, j'ai seulement 10% de force ici, mais ici j'ai 100%. Je veux pas 100%. Au fait, c'est pas une force, c'est comme quelque chose qui ne contrôle pas. Donc, c'est pas quelque chose de positif, là. On parle de hyper réflexie, on parle de hyper tonicité. Donc, on veut relâcher ça parce que si je le relâche, peut-être le 10% va pouvoir agir. Il n'est pas inhibé par l'autre qui prenne trop la relève. Donc, on veut créer cet équilibre. En tant qu'acupuncteur, c'est toujours l'équilibre qu'on cherche. Donc, membre inférieur, souvent, c'est les cuisses. Les espaces des cuisses sont énormes. Il peut y avoir des espaces, des obturateurs. Les jambes fermes, se serrent. Il y a le gars que les jambes se croisent tout le temps. Donc, je dois les relâcher au niveau des espaces des obturateurs pour être sûr que la personne peut se tenir droit et sans que les jambes se croisent tout seul.
Et puis, au niveau de crânio, là, je vais aller viser spécifiquement aire motrice ou sensorielle selon la zone que je trouve qui est le plus atteint que je dois cibler principalement. Parce que mes stratégies vont changer peut-être à chaque quelques semaines. Je vais changer de stratégie basée sur ce que je vois comme résultat. Maintenant, je vais vous montrer ça. Regardez, ça c'est ma patiente au fait. C'est dommage, j'ai pas une vidéo d'elle au début. Si vous l'avez vue au début quand je venais de la voir, ça c'est en juin. J'avais commencé à la voir en mai. Regardez le mouvement ici. Et ici, on s'était déjà amélioré, imagine. Vous voyez, la spatiale n'est pas capable de lever. Est-ce que c'est pas manque de force ou parce que les fléchisseurs, regardez les fléchisseurs comme ils sont tendus. Ça, c'est spasticité. 21 juin, OK? Ici, la main gauche se lève bien, la main droite, on est très limité. Regardez maintenant, juin à août, le 19 août. 2 mois. En 2 mois, le bras droit se lève jusque-là, contrôler spacité. Bras gauche se lève jusqu'en haut, pas pire. Et si on amène les bras en avant, ça lève plus aussi, on arrive. Mais vous voyez comment elle triche, elle triche beaucoup des épaules, ses trapèzes se soulèvent. Donc, quand j'observe ces choses-là, je dis, OK, je vais te relâcher les trapèzes. Juste pour vous dire, une petite note à part, quand on a ces atteintes, il y a des atteintes de motoneurones supérieurs et des atteintes du motoneurone inférieur. Motoneurone inférieur, c'est au niveau de la moelle. Ce que veut dire, c'est pas une lésion du système nerveux central. Ça veut dire quoi? Une atteinte dans toutes les lésions médulaires ou les lésions d'AVC, c'est une atteinte du motoneurone supérieur. Ce qui veut dire, c'est l'atteinte de l'afférence et l'efférence qui, le message passe mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est le système corticospinal. Ça s'appelle souvent le faisceau pyramidal qui se trouve à ce niveau. Et la voie principale du mouvement volontaire fin et précis, c'est des zones, c'est la voie principale qui contrôle les mouvements volontaires fins. C'est pour ça qu'on n'a pas de contrôle de mouvement volontaire. Les fonctions principales de cette zone, c'est commande des mouvements volontaires, contrôle de la motricité fine, régulation du tonus musculaire, donc, inhibition des réflexes primitifs. C'est pour ça qu'on a autant de réflexes. Ils vont avoir ce réflexe exagéré de spasticité parce que ça, c'est une atteinte du motoneurone supérieur. Tout ça, c'est des petits détails. C'est quoi? Le plus important, c'est ici. Résultat, c'est spasticité hyperréflexie. Le test de Babinski, quand vous passez le petit l'ongle sous les pieds de quelqu'un, qu'est-ce que c'est censé faire ça au lieu, ça fait le mouvement contraire. Donc, il y a ça. Il y a clonus, ce qui veut dire les pieds bougent tout seuls ou les bras bougent tout seuls. Il y a des mouvements qui vont se faire tout seuls, qui ne contrôlent pas. Et une faiblesse des muscles distaux, parce que si les muscles sont toujours, c'est comme, là, tu les contrôles pas, il n'y a pas de mouvement volontaire, la faiblesse des muscles qu'on peut contrôler. Donc, perte de dextérité fine, ça va sans dire. Ça, c'est juste pour vous dire, le tronc cérébral est à partir de ce niveau. Décussation des pyramides, c'est à partir de là que l'information, cerveau gauche contrôle la droite, cerveau droite contrôle la gauche. Tronc cérébral est très important et quand je vous ai dit auriculothérapie, pourquoi est intéressant? Il est innervé par cette zone. Il reçoit des innervations directement de cette zone. Je vous ai mis un petit addendum. À vous de le regarder par vous-même. C'est pas quelque chose que je veux rentrer en détail ici, mais je vous ai mis plein de petites fiches. Vous pouvez downloader les informations. Vous pouvez garder ces notes pour vous-même. Je vous ai fait une différence entre c'est quoi le motoneurone supérieur et le motoneurone inférieur, OK? Donc, à vous de le regarder. Pour tester les spacités, il y a ce qu'on appelle, je vous parle seulement de ça, il y a plein d'autres tests et on a parlé avec d'autres thérapeutes des autres tests, mais quand je vous ai dit, je suis spécialiste, je ne suis pas spécialiste de toute cette affaire et de tous les tests qui existent. Je vous parle celui de ce que je connais. Celui qu'on l'utilise a tendance à utiliser le plus, que moi j'ai tendance à utiliser, c'est l'échelle d'Ashworth modifiée. Et cette échelle qui est ici, je vais vous donner un peu plus en détail ici. Le score, il y en a certains qui, ça dit score 0, 1 plus, 2, 3 et 4. Et sinon, ça peut aller 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je préfère 0 à 5. C'est tellement plus simple de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le score est 0, j'ai tonus musculaire normal, aucune augmentation. Ça, c'est pour mesurer au niveau des spacités. Je vais vous donner un exemple. Je vais tester mon biceps, OK? Si ça, c'est mon biceps, un tonus musculaire normal, je bouge passivement. Moi, en tant que thérapeute, je prends le bras, je bouge. OK, j'ai aucune spasticité. Le score est 0. Score de 1, une légère augmentation du tonus et une résistance minimale en fin d'amplitude. Donc, légère augmentation du tonus et résistance en fin d'amplitude. C'est-à-dire, je bouge à ça et tu vois que ça, je vais juste reculer.
voyez que ça bloque un peu ici, mais je suis encore capable de le bouger complètement. Donc, ça fait juste ça, et puis, mais ça bouge. Et ça arrive un peu plus tard dans le mouvement. Un score de 2, augmentation légère à modérée du tonus, mais je suis encore capable de faire bouger sans, avec un petit effort, mais sans gros effort, je suis quand même capable de le bouger dans son amplitude entière. Un score de 3, c'est une augmentation marquée du tonus et mouvement passif difficile. Donc là, là, je bouge et on sent la résistance jusqu'à la fin. Je suis quand même plus ou moins capable de le bouger et des fois vers la fin, des fois ça bloque aussi un peu. Donc, et puis à 4, hypertonie importante, mouvement passif très difficile. Là, ça bloque et puis vous allez voir, si comme j'essaie de bouger, ça va être difficile. À 5, rigidité complète, pas capable immobile. C'est très difficile, je suis pas capable de le bouger. Donc ça, c'est une façon de mesurer c'est quoi les scores de spasticité. Pourquoi des fois on l'aime pas? Parce que vous allez voir en réalité clinique, c'est jamais noir sur blanc. Il y a toujours des zones entre deux. Donc, vous allez voir des fois quand je vais mettre mes notes dans mes notes à moi, je vais dire score entre 2 et 3, score 2, 3, on s'en va un peu vers le 4. Tu sais, c'est comme, c'est difficile de le mettre, des fois je trouve c'est difficile de mettre un score exact. Je vais vous montrer un exemple d'une spasticité. Ici, c'est pas une spasticité du biceps que je vous ai démontré. Regardez ça, c'est une spasticité du triceps. Donc, j'amène le coude en flexion. Il faut que le triceps soit capable d'être assez relâché pour que je puisse faire ce mouvement. Regardez ça. Vous voyez qu'il y a déjà une résistance. J'arrive à ce niveau, il y a déjà une résistance du triceps. Et là, oups. Et la résistance, vous voyez que là, je fais un effort. Et puis, c'est tout. Je ne suis pas capable d'aller plus loin, là. Et quand je dis, moi, je l'ai mis à 3, mais c'est à 3, peut-être 4, le coude se bloque en flexion. Donc, ça vous donne un exemple de quoi ça a l'air, des fois en clinique, quand on va faire les tests. Le stade 4, 5 et 6, on les met ensemble parce que on est dans réduction de spacité. Donc, c'est une question de jeu de c'est où on a le plus de space, continuer à gérer la spacité. Maintenant, on veut augmenter la rapidité pression des mouvements. Comme je vous ai dit, jamais est noir sur blanc. Certaines zones sont encore stade 3, d'autres zones sont déjà rendues stade 4 et 5. Mais une fois qu'on commence à avoir les mouvements volontaires, si le space empêche le mouvement à bien se définir, je vais concentrer sur le space. Mais si je trouve le space est moins, parce qu'il y a d'une semaine à l'autre, ça change. Si la personne a mal dormi, des fois les spaces sont pires. Si la personne, il a eu froid, c'est l'hiver, plus de space, etc. On sait tous que le froid contracte. Ça peut changer d'une semaine à l'autre. Il y a des jours qui vont venir et dire, oh, j'ai eu beaucoup de space, donc je vais me concentrer sur le space. D'autres jours, je dis, oh, ça va bien, mon space a diminué cette semaine. Excellent. Travaillons sur les extenseurs. Là, je vais commencer à travailler les mouvements fins. Les mouvements commencent à devenir plus contrôlés, sélectifs. Oubliez la fluidité. En ce moment, on n'est pas encore dans les mouvements tellement fluides. N'oubliez pas qu'on sort de zéro où une personne est complètement paralysée à ça, OK? Mais on veut préciser l'indépendance motrice et avoir un contrôle des mouvements. En crânio, regardez, comme je vous ai dit, il y a plusieurs zones. Il y a l'aire motrice supplémentaire. Je vais me concentrer un peu sur l'aire motrice. Là, je peux commencer à aller changer de zone. Je ne suis plus nécessairement toujours dans la zone gyrus moteur. Je vais commencer à aller dans l'aire motrice supplémentaire pour stimuler dans cette zone. Acupuncture, comme d'habitude, ça continue dans les points moteurs et les points gâchettes associés. Auriculothérapie, on a toute la zone de la colonne représentée sur l'oreille, donc je peux aller viser ces zones aussi. Regardez maintenant notre même patiente. Regardez son mouvement des mains le 10 juin. Vous vous souvenez qu'avant le mouvement, quand on n'avait pas beaucoup de mouvements, c'était le 10 juin. Regardez ça. Je vais vous montrer 10 juin. Regardez à droite, elle avait juste le pouce. À gauche, ça, c'était son mouvement. On n'avait pas. Vous voyez que ça twitch, ça bouge un petit peu, mais on n'avait pas grand-chose. Et à droite, c'est seulement le pouce. Et regardez la droite, on appelle ça elle appelle ça la main de Barbie. La main est coincée ni flexion, elle est restée tout droit. Elle dit, j'ai une main de Barbie. Et maintenant, regardez ici, je veux voir les lombricaux, si elle peut ouvrir, fermer, parce que ça, c'est le nerf ulnaire. Je veux savoir quel nerf que je dois stimuler. Oublie la gauche, on est vraiment très atteint, beaucoup plus à gauche. Ah, je vais baisser le volume. OK. Donc, gauche, vous avez une idée. Maintenant, je vais vous montrer le 10 décembre. Ça, c'était récent, où on est rendu. Elle est capable maintenant de tenir son sandwich. La main gauche qui ne bougeait pas du tout, capable de fermer. C'est toujours le petit doigt qui me résiste à chaque fois en dernier lieu. C'est toujours le petit doigt avec qui je lutte. Donc, on est capable d'ouvrir. Et ça, c'est le max qu'elle essaie d'être. Elle est encore mieux maintenant.
Elle est en train d'améliorer à chaque semaine en ce moment. Et la droite, vous vous souvenez, main de Barbie qui fermait même pas, il n'y avait aucune flexion avant. Et maintenant, elle peut manger toute seule comme une grande son sandwich. Elle n'a plus besoin que quelqu'un le tient pour elle. Et ça, c'est fantastique. Mais, et pour nous, on voit cette amélioration, on est hyper content. Mais n'oubliez pas, du point de vue du patient, il dit, maudit, c'est long. Je dis, je sais, c'est long, c'est merci d'être patient, de continuer ce trajet avec moi. Même patiente maintenant, non, regardez son mouvement de bras. Vous vous souvenez le mouvement de bras d'avant? Elle lève le bras complètement vers le haut maintenant. Maintenant, ça, c'est beau. Ici, vous voyez qu'il y a encore une petite spacité au niveau de ses fléchisseurs à droite. Donc, ça me donne une idée. Je suis comme, OK, on va. Maintenant, c'est des petits raffinements un petit perfectionnement des mouvements. Donc, tout ça pour vous dire la ligne directive, en général, ce que je me suis donné, moi, en tant que thérapeute, à chaque fois que je vois quelqu'un. Si la personne arrive en stade flaccide, c'est très rare. La plupart du temps, au début, il nous arrive beaucoup plus tard. Et en stade flaccide, c'est difficile parce que vous devez être entraîné pour savoir comment faire le transfert d'un patient sur la table. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux, OK? Juste faites attention parce que pourquoi je fais ce webinaire pour être sûr que tout le monde est éduqué il faut avoir des formations de comment les traiter, les complications qui peuvent arriver, etc., OK? Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, ne prenez pas ce genre de cas si vous n'êtes pas à l'aise et de toute façon, faites les formations nécessaires avant. Mais sachez que nous sommes capables de faire de quoi. Donc, technique Sinal-Katia, Watto-Jiaji, choc spinal en flaccidité, etc. Faites une évaluation du stade Brunstrom. On est dans quel stade? Et parce que ma stratégie va dépendre du stade que j'ai mis tantôt dans les diapos précédents. Faire les tests, c'est quoi l'examen ASIA? Ben, la plupart du temps, c'est eux ils viendront déjà avec les tests déjà faits. Faites un petit test d'espacité s'ils arrivent, parce que la plupart du temps, ils arrivent en stade 3, 2, 3, 4. Donc, faites déjà des tests de spacité, donnez un score général et puis après un mois, réévaluez pour voir si ça s'est amélioré et si vous n'êtes pas amélioré, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que quelque chose, stratégie a changé, quelque chose qu'on n'a pas considéré, etc. Ça, c'est important. Présence de conditions secondaires. Pourquoi ça prend aussi longtemps? Les gens qui arrivent en paralysie, tu es toujours assis dans un fauteuil roulant. Tu peux imaginer qu'ils vont avoir des sciatiques. Tu peux imaginer qu'ils vont avoir mal à l'épaule, qu'ils vont avoir des inflammations parce que quand tu bouges pas tes muscles, nous ne bougeons pas pendant quelques jours, nous avons déjà mal. Imaginez pour leurs conditions. Il y a toujours des inflammations. Il y a des capsulites, il y a des tendinites, il y a des douleurs paresthésiques, il y a des sciatiques, il y a de l'insomnie. S'il y a une condition qui est tellement importante, invalidante, qui les empêche d'aller plus loin, il faut que vous traitez parce que ça, c'est des obstacles qui vont se mettre. Tout ce que j'ai dit qu'on va traiter, stade 1, 2, 3, ça, c'est rien, ça, c'est encore facile, mais il y aura des obstacles qui vont se mettre dans votre chemin. La sciatique, la capsulite et l'autre inflammation. Il va falloir, ce qui veut dire, là, je finis par pas arrêter le traitement, mais me concentrer pendant 2, 3 traitements à traiter la sciatique. Et puis, je retourne à mon protocole. Donc, autre que la gestion des conditions secondaires que j'ai mentionnées, prioriser en ordre si stade 2, 3, stade 3, 4, etc. Les autres, c'est comme les diapos précédents, je vous ai dit en stade 2 et 3 quoi faire, en stade 3, 4, 5 quoi faire, etc. Et ce que j'ai tendance à prioriser, je vais vous expliquer pourquoi. Membre inférieur, comme j'ai dit, les quads commencent souvent à se réveiller en premier. Il y aura des spacités. Si je vois, pour moi, de prendre un patient, il faut que je vois des mouvements involontaires, une sensation qu'ils ont gagné. Je dois avoir un signe que le nerf, et c'est possible de régénérer le nerf, mais le nerf va me donner un petit signal. La personne dit, oh, j'ai gagné une sensation, il y a des mouvements qui ont apparu, ce qui veut dire j'ai encore une connexion. Parce que nous, en tant qu'acupuncteur, on module le système nerveux. Si le nerf est complètement sectionné, il n'y a pas de fil électrique, ben, pensez même pas à faire un traitement, ne perdez pas de temps. Ton aiguille, à la fin, disons, au niveau du genou, va pas fonctionner si le nerf est coupé au niveau du nerf fémoral. Il faut que mon signal passe le long de la chaîne électrique. Si la chaîne électrique est complètement sectionnée, oubliez ça. Donc, il faut que je m'assure qu'il y a un signe qui me dit qu'il y a encore une connexion pour moi de vouloir jouer et de dire jusqu'où on peut le pousser. Et je vais prioriser souvent dans les gens en fauteuil roulant le nerf fémoral. Le nerf fémoral, c'est au niveau du 12 rate. Il faut apprendre à le faire. Donc, ceux qui viennent faire le cours de pony, etc., et ceux qui l'ont fait le cours de pony, on le sait déjà comment aller trouver ce nerf. Pourquoi nerf fémoral? Nerf fémoral contrôle les quadriceps. Le seul nerf qui est nécessaire pour se tenir debout
c'est le nerf fémoral parce qu'il contrôle les quadriceps. Les quadriceps fait que tu arrives à faire une extension du genou. Pour te tenir debout, tu dois être capable de garder ton genou et ta jambe tout droit. Parce que si tu n'as pas de force dans les quadriceps, ton genou va plier et tu tombes. Donc, si on peut faire gagner le nerf fémoral assez puissant pour que la personne se tienne debout, ça va être un gros gain. Donc, j'ai tendance, en ce qui concerne les jambes, de focuser autant que possible, à moins que j'ai une sciatique à régler, j'ai tellement de tension ou tellement de spasticité clonus dans les ischios et les mollets, je vais traiter ça. Mais si j'ai pas les spasticité autant dans mon chemin, je vais focuser à toujours réveiller le nerf fémoral parce que pour se tenir debout et faire le premier pas, on a besoin du nerf fémoral. Donc, j'adore le nerf fémoral et on le fait beaucoup. Membre supérieur, c'est toujours, il y a beaucoup de spasticité, traiter ça. Et sinon, essayer de faire gagner mouvement des doigts, ouverture, fermeture, parce qu'on veut qu'ils soient capables de tenir eux-mêmes. Il y a spasticité des triceps ou biceps, parce que des fois, les mains, ils peuvent se mettre un petit bracelet avec une cuillère, une fourchette pour se nourrir eux-mêmes. Mais imagine que, par exemple, sur le cas, la personne que je vous ai montré, elle avait des spacités importantes du triceps, qu'elle amenait sa cuillère à cause quand je parlais de hyperréflexie, elle amène sa cuillère et à cause d'un hyperréflexie du triceps, ben finalement, sa cuillère n'arrive jamais à sa bouche. Donc, c'est des petites choses qu'on doit régler pour comment leur faire fonctionner dans la vie quotidienne. En dernier, en stade 4, 5 et 6, le nerf ulnaire, c'est les mouvements fins. De pouvoir faire ça, c'est le nerf ulnaire. Donc, des fois, c'est enfin, c'est parce que j'ai déjà gagné le médian et le radial. Et là, à la fin, je vais gagner l'ulnaire et je vais commencer à travailler le nerf obturateur pour les jambes, membre inférieur, c'est obturateur, sciatique et tout ça. Sciatique, c'est pour pouvoir reculer parce que au début, c'est juste pour se tenir debout et déjà avancer d'un pas qui est déjà la grosse progression. Nerf fémoral, nerf sciatique en deuxième, mon nerf obturateur est en troisième priorité. Mais je vais travailler souvent des obturateurs parce qu'il y a tellement de spasticité des obturateurs que je dois contrôler la spasticité d'abord. Lorsque une lésion cérébrale ischémique touche une grande aire et laisse des séquelles, est-il possible de récupérer certaines fonctions sur n'importe quel. Oui, c'est possible de récupérer, mais il faut comprendre c'est qu'est-ce qui est atteint. Donc, il y a beaucoup de tests à faire. Donc, c'est à se faire former, de savoir c'est quoi les tests, on est rendu où dans le stade. Et comme je disais, si je prends des gens après plus d'un an, je trouve que c'est très difficile. Mon expérience personnelle, et là je parle de mon expérience personnelle, à chaque fois quand j'ai pris quelqu'un plus que 12 mois, 13 mois, 14 mois, whatever, j'ai trouvé ça difficile et c'est pour ça que j'ai tendance à faire un triage et de prendre que des gens qui sont dans les premiers mois. Au traitement les plus efficaces, c'est-il principalement le côté latéral ou homolatéral à la lésion? Ça fait aucune différence parce que tu traites le côté, si c'est homolatéral ou controlatéral, tu es en train de traiter l'atteinte. Ce qui veut dire, si j'ai une paralysie du côté droit, c'est mon hémisphère gauche que je traite et je traite les points gâchettes ou les points moteurs du côté droit. Vice-versa de l'autre côté. Donc, le traitement, c'est juste à comprendre l'anatomie de savoir quoi viser. Acupuncture seule ou obligatoirement électroacupuncture? Beaucoup électroacupuncture parce que acupuncture seule, Sinar Katia l'enseignait. Au fait, il faisait des fois sans acupuncture, mais il faut comprendre que la stimulation, c'était y jouer. À l'époque, on utilisait beaucoup moins l'électricité aussi. Maintenant, avec toutes les données qu'on a et ce qu'on sait, on a des machines tellement puissantes, on est capable d'aller plus loin avec l'électrostimulation parce que le système nerveux, il fonctionne dans une fréquence électrique. Une fois que je comprends que je peux, mon aiguille, aller toucher ce nerf et mettre le courant électrique directement sur ce nerf, j'agis directement, c'est quoi le message que j'envoie au nerf. Si on le fait seulement à l'aiguille, c'est tu dois aller, c'est beaucoup plus déplaisant au fait pour le patient parce que allez regarder des vidéos de Sina Katiao en ligne, je suis sûre que YouTube, il y en a plein. Il joue avec lui, il rentre, il sort. C'est comme, et tu dois continuer. Je pense pas que mon patient m'aimerait beaucoup. Déjà, il trouve que je suis agressive, mais je pense que si je fais ça, je vais pas me faire aimer beaucoup. Euh, J'avais un patient avec AVC récent qui avait une atrophie du triceps, aucune spasticité, juste un manque de force. Est-ce que vous avez des expériences avec des cas semblables? Oui, des fois, c'est pour ça que je dis rien n'est toujours noir sur blanc. Il y a peut-être des atteintes, mais si c'est un AVC, le fait, si cette personne a déjà gagné, disons, biceps, ça, il y a juste une branche. Donc, je pense que c'est traitable, surtout si c'est récent, ce qui veut dire traiter crânio avec les points moteurs du triceps pour aller les réveiller. Oui, ça, et je pense que ça va être un cas un peu plus facile, celui-là. Pas d'utilisation de loi d'acupuncture comme la loi des méridiens tendinomusculaires, MTM. Oui, au fait, la MTM, moi, j'ai tendance à penser, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis en train, je, c'est
j'étudie tellement la neurologie depuis un bout. Au fait, si vous étudiez Suponi, toutes les classiques coordonnent avec ce qu'on est en train de dire. C'est juste, c'est comme si on parlait chinois et là, je suis en train de parler français. C'est comme, c'est le même langage. C'est théorie de méridien et le système nerveux, c'est le même langage. C'est juste deux langages différents. C'est juste pendant toutes ces années, on avait tellement du mal à se comprendre. Pourquoi j'ai adopté ce langage? Parce que c'est plus facile pour moi de communiquer aux autres professionnels de la santé en utilisant ce langage. Pour des lésions sacrées S1 à S5, j'imagine que l'approche est un peu différente. Comment est-ce que tu approches les troubles périnaux, par exemple? Au fait, les nerfs sacrés S1 à S4, on a accès à ça. Les trous sacrés, si on sait comment les viser, il y a des façons de viser. Ben, c'est pour ça, ça c'est des formations de poncture avancées. Pony enseigne une autre façon d'aller chercher, que je fais dernièrement et c'est super efficace, d'aller chercher plus loin du sacrum. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut avoir fait des formations de poncture avancée. C'est une aiguille de 3 tsun, 5 tsun, ça dépend de la taille de la hanche, etc. Et de passer sous le sacrum et d'aller viser les troncs. Donc, ça se fait. Utilises-tu les traitements et les stimulations aux fréquences de Nogi? Non, moi, j'utilise pas la fréquence de Noger parce que je le connais pas assez, je l'ai pas étudié. Donc, j'essaie de parler seulement des choses que je connais, pas que je connais pas, mais éventuellement, j'aimerais en apprendre plus, ça, c'est sûr. Manque de temps. Donc, juste maintenant, quelque chose d'important, gérer les attentes. Et ça, c'est très important. Vous êtes dans une patientèle vulnérable. Vous êtes dans une patientèle que ça va prendre des années, des mois d'avoir des progressions. Comme je dis, des fois, on a une bonne progression et la personne s'est retrouvée, ils sont pas capables de bouger, l'autre a fait une chute, une sciatique et une capsulite. Tu perds toute ta progression. Tu dois regérer ça. Donc, gère tes attentes à toi comme thérapeute et les attentes de la personne. Toujours encourager parce que pour nous, peut-être, pour moi, comme les résultats que vous avez vus avec l'autre personne, pour nous, peut-être, ça a l'air, waouh, c'est pas mal, en 2 mois, on a eu ça. Mais pour la personne, à chaque fois, elle vient, elle dit, mais c'est long, c'est long. Je dis, c'est vite. Le physio dit, c'est vite. Moi, je trouve que c'est vite. Mais pour elle, elle trouve que c'est long. Et puis, c'est comme de toujours, je fais des petites vidéos, de leur montrer, regarde, t'es rendu de là à ça, tu sais, pour les encourager visuellement. Donc, et la progression n'est pas linéaire. Des fois, il y a des chutes. Mais tant que je vois qu'il y a une progression, mais à un moment donné, si ça fait 3 mois que je traite et je vois rien, il faut que je sois réaliste. Je veux pas être méchante et comme continuer à prendre de l'argent, les faire venir à chaque semaine. Et c'est un traitement pour moi que je charge plus cher parce que ça me prend 2 heures pour passer avec eux, que je fais le maximum que je peux dans ce temps-là. Donc, soyons honnêtes et intègres et leur dire quand non, là, je pense que je peux plus rien, je vais te référer à autre chose, à autre personne et autre clinique. Donc, juste pour bien, il faut que je vois des progressions constantes pour moi de continuer le traitement. Contre-indication, ça, c'est très important parce que je veux vous parler de ça, c'est très important parce que j'ai parlé à Dr. Bogossian qui fait cette chirurgie à l'hôpital et c'est quelque chose de nouveau que même moi, je ne savais pas. J'ai entendu de transfert nerveux, mais jamais de cette façon. Lui me dit, c'est contre-indiqué pour 2 ans, ne touche même pas. Je vous explique pourquoi. C'est une forme de chirurgie novatrice ici. C'est seulement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il travaille avec l'Institut de l'INSEE-Gingras aussi. Cette intervention consiste à rediriger un nerf fonctionnel vers un nerf non fonctionnel. Parce que, comme je dis, il y a certaines lésions qui sont complètes, ils ne regagnent jamais. Pour leur donner espoir d'avoir même une utilisation partielle de certains muscles, ils vont transférer un nerf comme des anastomoses et le reconnecter. Les nerfs sont petits, c'est comme des petits fils de cheveux. Ils ont des caméras qui fait un zoom sur comme 25 fois et plus avec des caméras en hyper petit pour le faire. C'est un fil de cheveux. Si vous allez faire des ponctures locales là-dessus, vous allez détruire leur travail. Et ça, personne va bien vous aimer si vous faites ça. Donc, à chaque fois que vous entendez parler d'un transfert nerveux pour des cas de c'est surtout pour des cas de tétraplégie qu'ils le font, ne touchez pas un point, c'est tout. Je vous ai mis des articles ici. Allez voir ces articles, ça parle de ça sur Radio-Canada, etc. Sur des articles qui ont été écrits, c'est comme quelque chose de nouveau, incroyable, etc. Parce que je voyais un des patients qui avait fait ça, je connaissais rien là-dessus. Le médecin m'a appelé, je suis reconnaissant qu'il m'a appelé pour m'expliquer c'était quoi. Aussi, autre chose, les médicaments ou injections, je veux juste vous expliquer. Moi, je prends pas des cas quand ils ont eu une injection de Botox. Parce que injection de Botox, l'effet du Botox dure jusqu'à 32 semaines. C'est quoi le Botox? C'est un produit comme paralysant parce qu'ils utilisent pour gérer la spasticité. Parce que la spasticité, comme je dis, chez beaucoup de patients, c'est tellement important, ça les empêche de dormir, ça finit par affecter tout.
leur sphère de vie et leur vie quotidienne et ils souffrent tellement que l'injection de Botox paralyse, disons, on parlait des fléchisseurs qui sont tendus, ils vont relâcher ça comme ça, ah, ça donne un soulagement. Mais moi, en acupuncture ou en acupuncture, ce qu'on fait, on va gérer l'espace d'une autre façon plus naturelle. C'est pas aussi immédiat comme un Botox, ça va prendre plusieurs traitements, mais je peux aussi relâcher la spasticité d'une façon plus naturelle sans complètement fermer le fonctionnement des fléchisseurs. Si on a fait un Botox, on vient de paralyser tout ça. Donc, tout ce que vous allez faire va pas vraiment fonctionner pendant la période, surtout 2 semaines suivant l'injection. Tout ce que allez faire va pas fonctionner à zéro. Donc, ne perdez pas de temps. Je profite peut-être de relâchement de ça pour aller profiter à travailler les extenseurs, mais pas au même endroit que l'injection de Botox a été fait. Et jusqu'à 32 semaines, peut-être après 2 semaines, un mois, je vais peut-être commencer à faire le traitement, mais sachez que l'effet est réduit. Donc, au lieu que j'ai 100% d'effet sur le nerf, je vais peut-être avoir juste comme 20% d'effet, juste 10% d'effet. Et puis, tranquillement, quand le temps passe, 30% d'effet. Je peux commencer, mais n'oubliez pas que ça affecte en beaucoup notre traitement d'acupuncture. Injection de corticostéroïdes pour les douleurs, etc. Sachez que, on le sait tous, mais tout de suite après une injection, il y a une fragilité des tissus suivant l'injection. Pas de poncture locale. Et en parlant avec ma cousine Linda et tout ça, parce qu'elle est en médecine nucléaire, elle connaît bien les injections et tout ça, elle dit, ça dépend aussi de la personne. C'est comme s'ils ont beaucoup joué avec, ils ont beaucoup fragilisé les tissus. Si c'est quelqu'un qui est rentré, tu connais le médecin qui l'a fait et vous vous parlez entre vous, des fois, il va te dire, ah, c'est correct parce que Julie, je connais ta façon de poncturer, moi je connais sa façon de poncturer. OK, on a discuté entre nous, ça c'est autre chose. Mais sinon, ne touchez pas avant 2 semaines. Ça, c'est important. Vous allez voir cette feuille. Vous pouvez le télécharger, toute la feuille. Quand je vous ai parlé de Linda qui est en recherche médicale, elle est ma consultante personnelle. À chaque fois que je pose plein de questions, elle me prépare plein de fiches d'éducation. Parce qu'on n'a pas de liste, on apprend à l'école la liste de médications, etc., pharmacopée, qu'est-ce qui existe en médecine conventionnelle, mais on ne dit pas leur effet face à l'acupuncture, ça fait quoi. Cette liste est une liste non exhaustive de tous les médicaments que habituellement pourraient être prescrits à des patients, à ce genre de patientèle dont on parle. Vous pouvez télécharger ce document, le garder en clinique, c'est très utile. Et même moi, j'ai été chargée, je garde ça en clinique comme toujours référence parce que pensez pas que je me souviens de tous ces médicaments et la liste, je regarde tout le temps mes fiches moi-même. Je vais vous apprendre comment le lire. Vous allez voir quand vous regardez la fiche, par exemple, acétaminophène, paracétamol. Indication pour les douleurs nociceptives aiguës. Et puis, impact sur l'acupuncture, c'est là la partie importante. C'est écrit faible, masque. Quand c'est écrit masque veut dire l'effet du médicament va masquer l'effet observable de l'acupuncture. Ça ne veut pas dire que votre traitement n'a pas fonctionné, c'est que votre résultat peut être masqué. Si c'est écrit ANT, regardez dans Impact sur l'acupuncture, elle a écrit des codes pour nous. Ça, c'est fantastique, j'adore. Et dans les codes, elle a écrit, si écrit ANT, c'est un antagoniste direct d'un mécanisme de l'acupuncture. Donc, injection de Botox, je sais qu'elle a écrit botulisme parce que j'ai regardé, elle a écrit, il y a une partie qu'elle a écrit, elle avait écrit en termes de toxine botulique, mais c'était plutôt quand c'était pressé pour la vessie neurogène. Ça dit masque, mais pas au niveau de l'injection locale, au niveau du muscle quand ils essaient de travailler une spasticité. Là, c'est celui que je vous ai mentionné tantôt. Ne piquez pas tout de suite pendant au moins minimum 2 semaines à un mois, OK? Et puis, quand c'est écrit state, state, ce qui veut dire, c'est un médicament qui modifie l'état physiologique de base. Donc, à prendre en considération, c'est comme on modifie le terrain. Est-ce que ça fait un effet masquant? Possible. Est-ce que la personne va être plus fatiguée, pas capable de vous donner un vrai, disons, la personne après un médicament, il est un peu plus embrouillé. Peut-être sa façon de vous décrire ses sensations va être modifiée aussi. Donc, à prendre tout ça en considération. Input veut dire une diminution de l'entrée sensorielle afférente. Ce qui veut dire, ça change la façon que la personne perçoit les choses. Donc, encore, ça va affecter quand nous faisons une évaluation, nous demandons à la personne, décrivez-nous ceci, cela. Prenez en considération, regardez la liste des prescriptions et des médicaments qu'ils prennent. Peut-être ça va peut-être changer la façon que vous allez voir des choses. Donc ça, c'est à vous. Un petit cadeau de Linda que je remercie qui nous a fait ça gratuitement pour notre usage. Je vous montre maintenant notre chère patiente. On termine sur une bonne note. 8 janvier, c'est récent. On s'est encore plus amélioré maintenant. À chaque semaine, on est en train d'améliorer. Dernière vidéo, elle se tient debout, toute seule maintenant.
Elle fait des mini squats, on la retient pas, elle se tient debout toute seule. Et là, elle a l'air d'avoir les mains sur les épaules, mais elle tient un petit peu, mais elle arrive, à un moment donné, elle s'est levée la main, elle est arrivée à garder son équilibre tout seul sans tenir debout. À cause des squats, elle garde les mains sur les épaules, OK? Mais vous voyez, capable de squat, et ça, elle est revenue toute seule. Donc, elle fait les premiers pas tout seul. Elle a commencé ses premiers pas tout seul. Ses deux jambes, quand je dis nerf fémoral, elle est capable d'avancer la jambe. Pas assez pour se lever et marcher toute seule, c'est sûr. Elle est avec une marchette et sous supervision. Mais nous avançons. Ça, c'est une petite démonstration juste pour vous montrer le nerf fémoral, par exemple, à quoi vous attendre. Et des fois, vous voyez le résultat tout de suite. C'est pour ça, j'essaie de me rappeler moi aussi maintenant, je commence à apprendre à faire une vidéo, Julie, fais une vidéo, Julie, pour montrer à la personne qu'est-ce qu'on a eu. Regardez, et ça, c'est quand je dis la poncture avancée, apprendre à vraiment localiser vos points, à palper, à trouver la réponse que vous voulez. Stimulation du nerf fémoral, c'est cette même patiente, au début, sa jambe droite ne bougeait pas. Sa jambe droite ne bougeait et sa jambe gauche, elle avait rien. Une jambe droite, elle avait un peu de contrôle moteur pour les quads. Ça, c'est avant. Je lui demande, active par toi-même ton quad et, oh, c'est tout ce que je peux faire, une extension de genou. Regarde de quoi ça a l'air. Directement sur le nerf fémoral, je prends le contrôle de toutes les quads. Vous voyez, le quad s'active. La jambe, ça fait un kick pour lui-même. 5 minutes. Imaginez si en 5 minutes de faire une stimulation directe du nerf fémoral, je peux avoir ça. On le répète à chaque semaine et je maintiens la stimulation pour plus longtemps. Et c'est pour ça maintenant, on arrive à se tenir debout. Donc, localisation précise, important. Et ça, juste pour vous comprendre quelque chose, juste regardez ça pour vous montrer un peu la réalité de clinique. Il faut que la salle soit adaptée. Les portes sont assez larges, le fauteuil électrique. Ça, c'est un tétraplégie en stade 1. Ben, 1, 2, il y a certaines, vous allez voir, il y a des spacités des jambes. Elle est maintenant rendue en stade 3. Déplacer, défaire les choses, enlever les chaussettes, déshabiller, savoir comment le fauteuil roulant fonctionne, savoir comment enlever le vêtement, mettre le vêtement. Je lui demande toujours de mettre une camisole, comme ça j'ai accès à ses pecs. Vous voyez comment il chute sur le côté, le tronc, aucun contrôle du tronc. Ça s'appelle une planche de transfert. La maman, ça c'est sa maman. Sa maman est fantastique. Sa mère est fantastique. Elle est toute seule, forte. Et on glisse sur la planche du fauteuil. Et là, on remonte la personne. Je l'appuie sur moi des fois. Et là, des fois, ça se peut que le patient est plus costaud. J'ai un autre plus costaud, j'ai du mal à soutenir. Une personne tient les jambes, l'autre personne tient le haut. Regarde l'espace, vous voyez la main, vous voyez, regardez les jambes, il se plie tout seul. Là, on va avoir du mal des fois un peu à redresser. Enlever les poches, le cathéter urinaire, pas enlever le cathéter urinaire, excuse, le sac collecteur détaché de la jambe pour que je puisse avoir accès aux jambes, sans rien détacher le cathéter ou etc. Des fois, la pochette est pleine. Des fois, je dois le vider. J'ai un petit seau, je vais vider la pochette. Regardez l'espace, ça c'est involontaire. En plein traitement, regardez ça, juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Vous venez de prendre 30 minutes pas 30 minutes, mais 10 minutes pour trouver le point. Et là, à cause d'un space, vous venez de perdre votre aiguille, vous devez replacer. Donc, ça prend du temps. Souvent, nous sommes à deux. On se met toujours à deux parce que comme ça fait plus vite. Il y a tellement de choses à faire. Et le point doit être vraiment bien placé. Savoir palper. Nerf tibial. On a fait nerf tibial, nerf fémoral, les obturateurs pour relâcher à cause de ces espaces dans ce cas-ci. Et ça prend plusieurs tentatives pour trouver un point. 36 estomac, ça a l'air simple, mais 36 estomac n'est pas si simple quand on cherche le nerf péroné profond. C'est ça, le nerf 36 estomac, c'est le nerf péroné profond. Mesure la spacité, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, bon, on est rendu traitement. Donc, cette petite vidéo, c'était juste pour vous démontrer un peu la réalité. Et il faut travailler avec les physios parce que c'est pas vous qui allez faire le travail de la mise en marche et tout ça. Je suis en communication avec toutes ces thérapeutes que vous voyez ici. On se parle, on s'écrit, on s'envoie des courriels.
et ils vont me dire, Julie, s'il te plaît, travaille la fesse gauche parce que, tu sais. Maintenant, juste pour donner crédit il y a beaucoup de centres de réadaptation à Montréal. Je vous ai écrit tout ça ici. Au Québec, c'est quoi les ressources? C'est qui les cliniques avec qui je parle, l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, c'est comme la place où tout le monde se retrouve à un moment donné. Il y a la clinique externe. Neuroefficacité, c'est une fondation qui s'occupe de toutes les cas similaires. Neuroconcept aussi, c'est clinique privée. Donc, si vous connaissez ces patients, vous pouvez leur donner les ressources. Pourquoi j'ai donné ce webinaire? Je voulais vraiment attirer votre attention et je fais un appel à l'aide parce que j'ai tellement besoin d'aide. Il y a tellement de cas. Si ce que vous avez vu, ça vous intéresse, vous voulez vraiment apprendre à aider ce genre de personnes, je peux faire des stages privés. Et ce que j'ai fait avec les 4 filles, les 4 accus qui travaillent avec moi, on a fait un stage privé, juste nous 4. Je les ai tout appris pour pouvoir prendre en charge et maintenant, au moins, nous sommes 5 à le faire. Si vous êtes intéressé à faire un stage, juste écrivez-moi. J'écris le site. Sur le site de l'Institut Palestra, il y a les formations, mais écrivez-moi à institute à commercial atelierpalestra.com. Écrivez-moi si vous avez certaines questions, vous voulez faire des formations, vous avez des questions concernant les formations ou le stage. Il me fera plaisir de vous lire. Si vous avez des idées, des questions d'autres formations ou quoi que ce soit, ben, écrivez-moi, ça me fera plaisir. Y a-t-il un danger que les aiguilles insérées abîment les structures internes quand le patient a ce genre de spasme? Oui et non. Ben, attends, c'est une question je ne peux pas répondre simplement. Quand vous faites les ponctures avancées de même, premièrement, vous devez avoir fait la formation pour la poncture avancée parce que quand je mets une aiguille, je sais c'est quelle structure qui est en dessous. Si vous n'êtes pas sûr du structure qui est en dessous, etc., mais une fois l'aiguille placée, il est placé dans des muscles. Donc, même s'il y a un espace, c'est le muscle qui contracte. L'aiguille ne change pas de place et ne va pas se déplacer pour aller dans un organe ou aller dans un vaisseau sanguin. Parce que si l'aiguille est déjà placée, le muscle contracte, le vaisseau bouge et le muscle aussi bouge et l'aiguille bouge avec le muscle. Il se déplace pas comme en déchirant des muscles. Il reste à l'intérieur du muscle. Si tu vois l'aiguille qui est courbée, c'est parce que le muscle l'a plié, parce qu'il est resté dans le muscle. Donc, dans ce sens-là, une fois que mon aiguille est placée, je sais où je suis, j'ai pas de danger. Mais c'est comme en mettant l'aiguille, en sachant où mettre l'aiguille quand je fais les abdominaux, c'est de savoir ben, jusqu'à quelle profondeur, c'est de savoir ressentir quand je suis dans le muscle et ne pas percer pour aller dans la cavité abdominale, des choses comme ça. Ça c'est une précision que vous apprenez dans les formations. En électrostimulation, utilise-t-on plutôt le signal de tonification avec une séance de 10 minutes? En TENS, en électrostimulation, j'aime pas le terme tonification et dispersion. Je vais vous expliquer pourquoi. On est en train de faire une modulation. Une modulation, techniquement, en dispersion, c'est une fréquence basse. Mais ça veut dire quoi? Un muscle moteur, quand tu es inactif, tu dors, ton muscle est au repos, il est à peu près, disons, juste comme 10 Hz, 20 Hz. Il s'active, tu te réveilles dans le jour, tu commences à bouger. Il est peut-être 50 Hz. Tu commences à t'activer, tu t'entraînes. Tu es à 100, 150 Hz et tu as une crampe qui est douloureuse. La crampe et la douleur, c'est une fréquence plus haute. Il est à 200 Hz, c'est ton seuil de tolérance. Donc, à 200 Hz, tu commences dans la douleur. Est-ce que ça veut dire quand je suis en crampe et quand j'ai trop de tonicité, est-ce que ça veut dire que je suis en tonification? Non, c'est pathologique, cette simulation. Donc, est-ce que je veux utiliser le terme tonification? On peut dire oui, je vais disperser, mais pour moi, dispersion, c'est que je vais remoduler le signal électrique pour ramener, pour quelque chose qui est trop activé, je vais ramener, et pour quelque chose qui est trop bas, je vais activer. Mais il faut savoir dans quel contexte se faire parce que dans certains moments, c'est bon être super activé. Dans certains moments, c'est pas bon d'être. Tu sais, c'est comme il faut savoir le contexte. Donc, pour moi, je préfère regarder, prendre tout ça en considération, dire, parce que les fréquences peuvent aller de 2 Hz à 10 Hz, à 100 Hz, à 200 Hz. Selon la fréquence que je vais utiliser, c'est selon ce que je veux avoir comme résultat. Et si je fais une autre fréquence, si tu fais une autre fréquence sur un muscle, le muscle va aller en crampe. Donc, tu ne le fais pas sur un muscle. Il faut savoir comment l'utiliser, peut-être en petite fréquence, mais pour quelqu'un en paralysie qui ressent rien, peut-être je veux mettre une très haute fréquence juste pendant un petit bout, juste pour le réveiller. Mais tout ça, c'est, encore une fois, comme je dis, il y a tellement de formations à faire derrière ça pour comprendre les subtilités. C'est difficile à répondre comme d'un seul coup, mais j'ai pas tendance à juste dire dispersion, tonification. C'est encore noir sur blanc. Il y a tellement de zones grises que j'ai appris entre les deux. J'ai l'impression qu'il me manque énormément de formation et d'expérience. Est-il possible d'avoir une liste d'appui qui traite ce genre de patients? C'est pour ça que je fais un appel à l'aide. Il y en a tellement pas.
comme je vous dis, j'ai mélangé des techniques que Pony, la formation de Pony, c'est celui qui te donne le plus d'outils parce que Pony couvre un peu de tout et puis à partir de là, ça peut te donner une idée. Il y a des gens qui ont pris la formation de Pony, dit la formation de Pony est trop lourde. C'est pour ça que j'essaie de faire un stage, de découper ça en morceaux parce que quand on est dans un grand groupe et tout le monde est là en même temps, c'est pas pareil que d'apprendre en stage. Et j'ai trouvé que l'apprentissage était bien meilleur avec ma petite gang de quatre. On était sur quatre personnes pendant 6 mois. On a juste été ensemble. Une fois par mois, je passe un week-end une fois par mois avec eux et je les emmène en clinique et ils m'assistent dans les cas d'eux-mêmes pour qu'ils apprennent la réalité clinique. Et là, ils sont prêts à prendre toute seule un cas d'eux-mêmes. Ça a pris du temps, mais c'est pour ça cette formule que j'ai fait avec eux. Maintenant, je dis, je peux prendre des stages si c'est nécessaire parce que j'ai déjà utilisé la même formule avec les quatre que je peux utiliser avec d'autres personnes. Est-ce que vous acceptez les Français non médecins? Oui, j'accepte les Français non médecins, c'est sûr, mais il faut avoir une bonne base en termes parce que n'oubliez pas que là, soudain, je vais rentrer dans toute la neuroanatomie, je vais rentrer dans toute les quatre étaient, enfin, c'est parce que les quatre étaient, elles étaient kin, ostéo, masso, etc. Donc, leur connaissance anatomique, musculeuse. Il faut connaître les tests musculo-squelettiques. Si je dis, ben, l'index ne bouge pas, c'est quel muscle qui contrôle l'index? Mais c'est l'extension de l'index ou la flexion de l'index? Une petite base serait importante. Si on a déjà une petite base, ça va aider à avancer plus vite. Si on n'a pas cette petite base, il y a beaucoup de choses qui va comme, ça va être lourd. Et on va perdre beaucoup de temps à réexpliquer. Mais ça, on doit faire une autre formation avant. Mais éventuellement, j'aimerais enseigner une formation parce que je trouve que c'est tellement important d'enseigner une formation de base de palpation, d'anatomie et de neuroanatomie qui est la base pour tout comprendre après et apprendre tous les gros points principaux. Et puis pour le stage, j'ai l'impression que le stage, ça va avancer vite parce qu'on va rentrer direct avec ces cas-là. Mais oui, je vais accepter n'importe qui parce que pour moi, c'est une patientèle qui a besoin d'aide et le plus de gens formés, le mieux que c'est. C'est comme, on n'en manquera jamais. Merci tout le monde. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et c'est enregistré. Donc, tout le monde qui n'avait pas pu être là, donc la vidéo vous sera envoyée. Merci. Bye bye.